moi, en préliminaire, entre guillemets, là, on est typiquement dans la machine à laver. T'as remis le tweet, là. Moi, j'ai trouvé ça très bien que t'aies trouvé cette émission de début janvier où on avait discuté de ça. Parce que je m'en souvenais, mais aller fouiller dans toutes les émissions pour trouver le Ouais, passage, c'est bien vu. c'est quelqu'un qui me l'a Ah, fait c'est quelqu'un qui te remonter l'avait en mode. sorti? Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Et, En et ça, c'est général, vraiment, moi, ce que j'appelle la machine à laver, l'essoreuse, dans le sens où là, donc ce week-end, on a fait un nouveau bas. Et là, on est en train de remonter un petit peu, refiler de l'espoir. Et vous avez regardé les réseaux sociaux, les gens, ça y est, c'est reparti, machin, etc. Mais la réalité, c'est que c'est pas vraiment ça qui se passe, quoi. C'est que on nous redonne, le marché va vous rendre 10%, 15%, puis il va vous les reprendre. On va perdre 17, 18, 20% la semaine d'après, puis ça recommence, etc., etc. Et ça, c'est vraiment ce qui tue les nerfs. On est dans la phase dure du marché, hein, pour moi. Et comme avait dit Bitcoin la semaine dernière, et je pense que c'était très pertinent, et je pense qu'il va le redire aujourd'hui, il faut un mouvement, le marché qui montre de la force pour renverser une tendance. Aujourd'hui, à mon sens, il n'y a pas d'indicateur précis, net et clair, qui a un message qui vient du marché pour dire on change de tendance, il y a un renversement de polarité et on repart dans l'autre sens. Après, c'est jamais sympa à entendre, hein. bah, de toute façon, le genre de trauma et qui plus est accompagné d'une crise de confiance qu'on vient de traverser, à mon sens, ça va mettre au moins un trimestre, voire entre 6 à 12 mois à se remettre. Donc ça ne veut pas Après, il dire y a une... qu'entre-temps, on n'aura pas de la volate, hein. On peut très bien faire 20 000, 25, 30, revenir à 25, revenir à 22. Enfin voilà, ça va, comme tu dis, faire la machine à laver dans tous les sens. Mais globalement, la confiance qui a été perdue depuis Terra, et on voit même des gens qui vont jusqu'à FUD USDC, s'il te plaît. Ouais, bon, ça, Globalement, ouais, ça va être les gars, long calmez-vous, hein. à récup. Ça va être long à récup. Ouais. Non, USDC, s'il y a bien un acteur qui publie, juste pour vous situer, tu l'avais mis sur Twitter et c'était bien. USDC, en fait, les gens disent que c'est Coinbase, c'est un petit peu compliqué. Il existe différentes entités qui se coordonnent entre elles, etc., qui appartiennent les unes aux autres plus ou moins. Mais en gros, USDC, c'est pas directement Coinbase. USDC, c'est Circle, qui est en fait l'émetteur. Et toute la partie technique est gérée par une autre entreprise qui s'appelle Centre. Et Centre, c'est eux qui font les ERC20, c'est eux qui déploient les contrats, etc. Et en gros, Circle, leur métier, c'est d'être minter, c'est-à-dire c'est de la chambre d'émission monétaire centralisée, du coup, de l'USDC. Donc si vous êtes une institution, généralement, vous ne pouvez pas vous pointer et faire un virement de 20 euros, hein, chez eux, ou de 20 dollars. Généralement, c'est plus, même si sur le papier ce serait possible, mais généralement, c'est plus des investisseurs qualifiés qui viennent les voir. Vous pouvez faire un virement d'1 million de dollars sur un compte qui est contrôlé par Circle, qui va vous minter un tout petit peu moins que 1 million d'USDC, puisqu'ils prennent une fee à l'entrée. Et inversement, si vous leur envoyez 1 million d'USDC, ils vont vous envoyer sur votre compte un tout petit peu moins d'1 million d'USDC. Et en fait, c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. C'est-à-dire qu'ils gagnent leur vie en créant et en détruisant et en prenant des fees. Ce pas des gens qui s'intéressent particulièrement au marché qui monte, ce pas vraiment des traders. Leurs réserves, ils en gardent une bonne partie en cash. Ce qu'on appelle le cash dans ce genre d'acteurs financiers, ça peut être aussi des placements à très court terme. C'est-à-dire de l'overnight ou de l'obligation court terme. Mais quand je dis court terme, c'est quelques semaines. Dans la finance traditionnelle, quelques semaines, c'est très court terme. Et ils prennent aussi des placements un tout petit peu plus long terme pour avoir un tout petit peu plus de rendement et gagner leur vie. Mais ça, c'est la minorité de leurs réserves. Et souvent, quand ils vont acheter des choses, ils achètent des titres obligataires, ce qu'on appelle des bonds. Et ces titres obligataires, c'est soit du commercial paper, c'est-à-dire des dettes d'entreprise sur les marchés, ou alors du treasury bond. Donc là, ils prêtent directement aux États-Unis, voilà, à l'État. Je cherchais le mot État. Et généralement, ils prennent pas, même dans ces cas-là, ils prennent pas du long terme. Ils prennent des titres obligataires court terme, ce
qui fait que dans le pire du pire des scénarios, d'abord, si les gens ont plus confiance en USDC pour une raison X ou Y, d'abord, ils vont utiliser leur réserve cash, qui représente la majeure partie du supply du USDC, pour pouvoir faire ce qu'on appelle du redeem, c'est-à-dire brûler des USDC et envoyer des dollars sur des comptes en banque. Et ensuite, vraiment le pire des scénarios, s'il y a un bank run, même si a priori les institutions ne sont pas vraiment dans la foudre que les gens sur les réseaux sociaux sont, il y aura un système de liste d'attente, tout simplement, où en fait ils attendront l'expiration de leur titre obligataire pour, dès qu'ils sont repayés de leurs obligations. Une obligation, c'est une dette, tu fais un prêt à un acteur, tu récupères les sous que tu as mis à disposition et tu peux délivrer ça directement aux utilisateurs. Donc USDC et donc Circle, ils sont audités. Les audits, ça arrive très régulièrement, au moins une fois par trimestre. Vous pouvez aller sur le site, je crois que c'est sur le site de Centre qui gère ça, mais si vous tapez USDC Audit, vous allez trouver, c'est Centre qui gère ça, Centre Consortium, USDC Transparency, et le dernier rapport date d'avril 2022, et très probablement on en aura un à la fin du mois ou au début du mois prochain. Vous allez avoir des sociétés d'audit indépendantes. Donc, c'est pas Madame Michou qui a signé un papier en rigolant. Quand on fait appel à une société d'audit, on engage la responsabilité et la réputation de ces sociétés d'audit qui a dit il y a tant d'USDC, on a constaté qu'il y avait tant de valeur en dollars, chaque USDC est protégé par un dollar. Et ça, c'est des choses que vous pouvez trouver sur Internet très très facilement. Et je réagis à Sly077 dans le chat qui dit Bancor en faillite. Alors déjà, non, ce n'est pas le cas. Un concurrent en moins pour AV, non plus, puisque AV, c'est un protocole de liquidité. En fait, on peut apporter des actifs et prendre des actifs du protocole AV si on a de la collatérisation et on paye des intérêts si c'est le cas. Bancor, c'est un peu comme Uniswap, ou ces acteurs qui permettent d'échanger les tokens. Donc, c'est deux secteurs complètement différents. Non, Bancor n'est pas en faillite, mais il y a un petit peu des difficultés en ce moment. Pas vraiment des difficultés, mais on dira qu'il y a ils ont pris des décisions de gouvernance, auquel cas qui serait intéressant de commenter. Je pense qu'on le fera après la revue des marchés. Alors, 21h17, comme je allais dire à l'instant, on va être rejoint dans les prochaines minutes par Bitcoin, qui viendra nous apporter, comme d'habitude, son point de vue, qui est souvent un peu peut-être différent de notre approche un peu. Lui, il défend pas le DCA, par exemple, et c'est vrai que c'est une approche peut-être un peu plus rationnelle et, on va dire, professionnalisée des marchés. Mais moi, j'aime bien vraiment avoir effectivement plusieurs sons de cloche et ça permet d'avoir une version un peu différente aussi, de s'ouvrir l'esprit, on va dire. Je suis tout à fait d'accord. Personne dans cette émission aura l'ego de penser qu'on a la science infuse et surtout qu'on peut voir l'avenir. Nous, on est là pour vous présenter des opinions du fait de nos expériences et de notre vision du monde. Et je pense que c'est extrêmement intéressant et important de vous apporter une diversité de points de vue, puisque au final, c'est à vous de décider. Et c'est à vous de faire vos propres recherches, de prendre ce qu'on vous donne, les informations qu'on vous présente, et de vous forger votre propre opinion, parce qu'au final, c'est vous et votre portfolio, et on n'est pas là pour faire de conseils en investissement financier, on est là pour informer et pour transmettre des connaissances. Donc, plus vous nourrissez d'avis divers et de visions du monde différentes, mieux c'est pour vous, je pense. Ouais, tout à fait. Et globalement, c'est vrai qu'à la fin, en fait, quand tout se passe bien et tout ça, tout le monde est super content et tout le monde essaie de s'appuyer les uns sur les autres pour avoir ce qu'on appelle entre guillemets des calls, c'est-à-dire quel altcoin risque de mieux performer qu'un autre, etc., etc. Et les gens ont tendance, dans cette phase de marché, à trouver leur voisin génial parce qu'il leur a parlé du Shiba et que d'un coup, le Shiba a fait encore x2 alors qu'il avait déjà fait x1000 avant. Enfin voilà, il y a un genre de phénomène qui s'auto-entretient pendant un temps.
Et c'est vrai que pendant la phase de baisse, par contre, après, on n'entend plus justement ni son voisin, ni pas mal de personnes qui avaient propulsé des trucs comme ça, comme Doge, comme Shiba et comme bien d'autres. Et finalement, on se retrouve un peu seul face à soi-même. Et c'est quelque part un truc aussi qu'il faut comprendre pour les particuliers, c'est que peu importe que vous gagnez beaucoup, et c'est ce que disait Bitcoin dans un tweet encore hier, si vous êtes un génie en bull run et que vous vous en sortez bien et que vous devenez millionnaire ou même que vous gagnez un peu d'argent et tout ça sans parler de millions, le plus dur derrière, ça va être aussi de conserver cette richesse que vous avez générée. Et en fait, Clairement. il y a tellement de biais Moi, en 2018, psychologiques. j'ai échoué. Hein. Ouais, il y a tellement de biais psychologiques en fait qui peuvent nous désarçonner même au moment où on se croit invincible, et souvent au moment même où on se croit invincible, un hack, un wallet qui traînait qu'on n'avait pas bien sécurisé, le marché qui décroche de 80% et on l'a pas vu venir et on se laisse glisser, le déni ou le gambling que certains vont essayer de faire pour se refaire. Il y a tellement, tellement de trucs que, déjà, comme tu le disais, Marc, au début du bull run, il y a des gens qui perdent en bull run quand tout monte. Mais imaginez la proportion en bear. Là, on passe à du 90% ultra tassé, quoi, du 95% de perdants. Donc, c'est Clairement, vrai c'est que le vrai crash rude. test. C'est le vrai crash test. Et ce crash test, on est beaucoup à se prendre le mur. Moi, clairement, en 2018, j'avais bien, étant arrivé tôt dans Ethereum et tôt dans la crypto, toute proportion gardée, j'avais très bien réussi mon année 2016 et 2017. 2018, j'ai commencé à perdre. 2018, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle du reverse trading, en disant, c'est pas grave, je vais me refaire. À la fin de l'année 2018, j'étais pas non plus à la rue, mais clairement, je n'avais plus qu'une fraction de mon plus haut sur le portefeuille. Et ça, c'est clairement des leçons qu'on apprend. Ce qui fait que dans le cycle d'après, on se garde un petit peu de stablecoin de côté. On apprend tout ce qu'on vous dit, hein, ça vient d'expérience. C'est pas parce qu'on est. Enfin, moi, dans mon cas, c'est pas parce que je suis plus intelligent que tout le monde, etc. C'est parce que les erreurs, je les ai faites, j'en ai payé le prix, ce qui me permet aujourd'hui de dire voilà comment j'ai merdé, essayez de réfléchir à cette question pour peut-être éviter de reproduire mes erreurs. C'est tout simplement. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et quelque part, même quand on le dit comme ça et en ayant une approche bienveillante et tout ça, c'est vrai que c'est très difficile pour quelqu'un de, comment dire, le prendre en considération avant d'avoir fait l'erreur et de l'avoir vécu soi-même. Je veux dire, si tu t'es pas déjà pris un moins 50% ou un truc comme ça sur le marché crypto, que tu n'avais pas TP alors que tu étais gras dans le vert ou des trucs comme ça, tu n'auras pas ce traumatisme quelque part qui te retiendra plus tard de faire la même erreur, tu vois ce que je veux dire? Donc, on a beau dire les choses, je pense que malgré tout, le fait de se prendre la claque soi-même, c'est malheureux, mais c'est la meilleure des formations. C'est ce que j'ai toujours dit multiples fois dans l'émission, un cycle pour apprendre, un cycle pour en profiter. Je pense que beaucoup d'entre vous, surtout ceux qui sont abonnés depuis 10 mois, 12 mois, 15 mois, vous êtes dans le cycle pour apprendre. J'espère et je souhaite de tout mon cœur que la plupart d'entre vous ont bien réussi leur cycle et que même si aujourd'hui il y a très très peu de gens, même dans ceux qui s'en sortent bien, qui sont à leur all-time high sur le portefeuille, et ça c'est tout à fait acceptable, mais qui ont réussi, si vous avez réussi à mettre de côté quelques profits et qui vous donneront le carburant pour entamer le cycle d'après, qui finira par arriver. Bon, est-ce qu'il arrivera dans quelques mois, est-ce qu'il arrivera dans quelques années, je ne sais pas, mais c'est déjà une belle victoire en fait. Et ça, c'était le cycle de l'apprentissage. Avec toutes les armes que vous avez maintenant, avec vos expériences, les joies et aussi les douleurs, je pense que vous êtes vachement bien armé pour le cycle d'après. En fait, on n'est pas OG. Hein. Moi, quand je suis arrivé dans la crypto, donc au fin de l'année 2015, j'étais le petit nouveau de quelqu'un. C'est-à-dire des gens comme Bitcoin qui vont venir tout à l'heure dans l'émission. Lui, son arrivée, c'est 2012. Donc, quand je suis arrivé en 2015, il avait déjà vécu ces cycles. Et j'ai pu apprendre de lui à l'époque. Et
votre cycle d'apprentissage, c'est peut-être maintenant, et il y aura d'autres générations qui arriveront après, et ce sera à vous de transmettre aussi. Il y a aussi quelque chose à prendre en considération, comme je dis souvent, si vous l'avez fait une fois, même si vous vous êtes foiré derrière, que vous avez pas pris de profit et tout, ce qui peut arriver, on est tous passés par là et voilà, enfin ça arrive. Ben, si vous avez réussi une fois et que vous avez compris comment le marché fonctionne, il y a strictement aucune raison que vous ne le refassiez pas une seconde fois. Dans le sens positif de la chose, c'est-à-dire même si vous êtes monté très haut et qu'aujourd'hui vous êtes redescendu très bas, si vous avez compris comment ça fonctionnait et en plus, sur le prochain cycle, vous aurez l'expérience des années passées et des intercycles qu'on est en train de traverser, normalement, il y a peu de chances que vous terminiez plus bas sur un cycle supplémentaire de 2, 3, 4 ans que ce que vous étiez précédemment. Ou alors, c'est que vraiment, voilà, après, comme disait Marc, vous faites du revenge trading, du leverage, les leviers to the moon x 125 et là, on peut rien Ça, pour vous. Enfin, clairement, allez au casino et faites la ouais, roulette, quoi. mettez de l'argent sur le rouge ou sur le bleu ou sur le numéro 17, hein, ce sera le même résultat très probablement, Ouais. quoi. En tout cas, les maths sont pas de votre côté. Ça, c'est vraiment, je l'ai appris dans la douleur. Si vous pouvez éviter cette erreur-là, c'est pas mal. Et je sais que c'est marrant de regarder des charts. Il y a de la ligne d'avoir le chart en 1 minute, d'être sur Binance et d'avoir un levier x10, x15 dans une position, de voir qu'on gagne de l'argent et avec des gros chiffres qui s'affichent sur l'écran toutes les secondes. Et, mais en vrai, les maths sont pas de votre côté. C'est dur, mais les chiffres, ils n'ont pas vraiment d'émotion en fait. Il n'y a pas de raccourci. Il faut faire ses devoirs, il faut investir dans des choses qui ont de la valeur. Parfois, on a de la chance, parfois, on n'en a pas. Mais en fait, plus on travaille ces fondamentaux, moins la part de chance est importante. Et ce que tu as dit aussi est très juste sur le fait que le marché, lui, n'a ni émotion. Alors ça, quelque part, à titre personnel, je pense que c'est important quand même de savoir gérer ses émotions, ça c'est une chose. Pas paniquer quand, entre guillemets, ça commence à puer, être pragmatique dans ses décisions. De même, de pas trop s'emballer quand tout le monde gagne une tonne et que tout le monde est un génie, comme on disait tout à l'heure. Mais globalement, je pense qu'il faut savoir s'écouter. C'est-à-dire si, comme dans la vie de tous les jours, vous pouvez avoir une situation, un rendez-vous, un truc où vous ne le sentez pas, bah, vous n'allez pas y aller tête foncée, tête baissée. Et c'est pas, pareil sur le marché crypto, je pense. Il y a des trucs où à un moment, parfois, tu te dis, ouais, là, je le sens pas trop, je suis pas en forme. Il s'est passé un truc dans ma vie, je suis pas au top. Ben, c'est pas le moment où tu vas aller dégénérer sur les marchés et prendre des décisions qui peuvent être impactées justement par des choses, des facteurs extérieurs. Donc, c'est vrai que avant de parler de spéculation et de marché, je pense aussi que la première chose qui prime, c'est d'apprendre à se connaître soi-même et de se découvrir à la fois dans cette spéculation qui a une part d'avidité, puisque le but, c'est de gagner de l'argent. Et quand on commence à en gagner, on a toujours ce truc de se dire j'en veux un petit peu plus. Et c'est exactement pour ça qu'il y a des personnes qui prennent jamais de profit et qui après, en sens inverse, se laissent complètement glisser en se disant bah, ça va remonter, ça va remonter, ça va remonter. Et globalement aussi, autant il va y avoir des biais psychologiques très puissants au moment où tout monte et au moment où on gagne de l'argent, voire jusqu'à du déni d'avoir gagné de l'argent, ça arrive. Et derrière, en sens inverse, les personnes vont découvrir la face cachée de leur dark side, si je puis dire, de leur personnalité, le jour où ils se mettent à perdre et que certains vont se mettre littéralement à tilter. Il y a des personnes qui ne sont pas câblées psychologiquement pour perdre 1 dollar sur un marché et qui vont se dire mais c'est l'horreur absolue, ils vont y penser jour et nuit, ils vont devenir agressifs avec l'entourage et commencer à prendre les mauvaises décisions dont parlait justement Bitcoin l'autre fois. On peut être très bon pendant 90% du temps, rentrer dans la spirale infernale qui commence par une ou deux mauvaises décisions et derrière complètement se destroy. Donc Bitcoin qui vient de nous rejoindre, salut, bonsoir. Salut, bonsoir. Vous m'entendez bien? Ouais, impeccable, 5 sur 5. Parfait. Ok, parce que je me suis entendu du Twitch précédent. J'avais pas mis mon micro très fort, du coup, c'était un peu bizarre. J'espère que là, du coup, on est bon.
Franchement, ouais, je pense que c'est au même niveau que tout le monde. Ok. Ouais, du coup, Super, j'attaquais direct dans le dur de la psycho et de les gens comme on disait, we all gonna make it, mais qui au final, on voit au bout d'un moment que c'est pas we all gonna make it, c'est quelques-uns vont le faire et quelques-uns le resteront en plus derrière. Donc c'est le 1% du 1%, hein, finalement. Il y a peu de gagnants et peu de gagnants qui restent gagnants, si je puis dire. Et c'est vrai que toi, tu avais poussé un tweet encore récemment qui allait en ce sens. Et c'est très, très compliqué, je pense, pour un particulier de durer, déjà de gagner de base. Alors, avec un peu d'expérience et un peu d'abnégation et de durée, si on fait les choses bien, sur le temps, normalement, tu finis par un minimum comprendre comment ça fonctionne et commencer à gagner, même si une fois, deux fois, trois fois, tu te ramasses des gamelles. Mais après, c'est tout aussi vrai que conserver son patrimoine, un peu son trésor de guerre, et ne pas le cramer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans de phase baissière, et derrière être là et frais, dispo au moment où tout repart, en un claquement de doigts, parce que le marché crypto a cette fâcheuse tendance de ne pas laisser grand monde remonter dans le train, où la fenêtre de tir est relativement resserrée, parce que je le disais sur Twitter récemment, mais c'est tout à fait vrai. Par exemple, le jour où Bitcoin va remonter à 25 ou 30 000, il y a des gens qui vont courir après ce prix-là. Mais ça ne veut pas dire qu'une semaine ou 15 jours après, on ne sera pas redescendu, ou ça ne voudra pas dire qu'on ne va pas aller plus bas que 20 000, etc. etc. Donc c'est vrai que l'approche pour un particulier, hors de l'approche que tu as, toi, Bitcoin, qui est très pragmatique, très, on va dire, presque froide, vraiment à tête la plus reposée possible, avec des points d'entrée bien définis et tel un sniper, j'ai envie de dire. Voilà, nous, on a tendance à conseiller un peu plus le DCA parce que je pense que c'est le moindre mal pour les particuliers. Mais c'est vrai que la psychologie derrière, la gestion de soi-même, en tout cas, c'est ce qui fait, à mon sens, toute la différence. Oui, en effet, j'avais parlé de ça. Je disais en fait un tweet récemment, donc la première étape de devenir riche, c'est la plus simple. Surtout en fait si elle inclut un risque potentiel de ruine. Je vais revenir là-dessus après. La deuxième étape, rester riche, ou riche, c'est évidemment très relatif, hein, mais garder ses gains extraits du marché, c'est beaucoup plus compliqué si on n'arrive pas à comprendre qu'on a peut-être fait des erreurs en amont lors de la première étape, mais ça demande un exercice très compliqué de se dire waouh, ok, j'ai bien gagné au-delà de mes espérances, mais en même temps, j'ai pris des risques à considérer parce que quand on a gagné, on pense que si on est result-oriented, c'est ça le problème. Hein. On pense qu'on a bien fait. On ne se remet pas en question. On ne fait pas de rétrospective. On se dit pas, on n'a pas un regard objectif sur les risques pris et la chance qu'on a pu avoir de ne pas. C'est clairement le biais du survivant. Ouais, c'est le biais du survivant. Il y en a beaucoup qui ont réussi, qui sont passés par le chat de l'aiguille, qui sont devenus, qui ont gagné beaucoup d'argent. Mais s'ils n'arrivent pas à faire cet effort-là, et puis finalement de le reconnaître, ils courent un risque de ruine. Et finalement, ils n'entretiennent jamais que la machine qui fonctionne depuis des dizaines d'années, des siècles. Il suffit de voir finalement, et je concluais mon tweet là-dessus, il suffit de voir finalement des crypto hedge funds les plus successful de l'écosystème, vraiment stellaire, Three Arrow Capital, ils ont fait des gains vraiment énormes. Et il aura fallu un moment d'inadvertance, de ne pas reconnaître finalement peut-être qu'ils avaient pris des risques à considérer, qu'ils se mettaient face à un risque de ruine. Alors, risque de ruine, moi, je l'assimile à ceci. C'est en gros quand on est prêt à perdre plus de la moitié de son capital, parce qu'à ce moment-là, pour se refaire, entre guillemets, ça devient très asymétrique. Perdre moins 50%, c'est refaire une perf de 100%. Perdre moins 75%, c'est faire 300%. Ça devient complètement impossible à récupérer. Donc, moi, c'est ce que j'appelle un risque de ruine. Je pense que 3AC, ils étaient dans un pari leverage sur des alts où ils ont eu la chance de ne pas subir finalement une méga volatilité inverse. Ils l'ont eu plutôt dans le bon sens. Et ils auraient dû le remarquer et ne pas aller chercher. Après, il y a eu
évidemment, un autre fait de marché, c'est qu'ils ont été greedy. Ils ont été chercher le dernier pourcent, le dernier petit plus qui les a fait finalement voilà, éclater tout leur écosystème, pour en revenir là-dessus. Mais voilà, on a ce péché quand même légèrement d'ego, ce manque de rétrospective. Et le plus dur, c'est finalement, une fois qu'on a pris conscience qu'on a eu de la chance, qu'on avait pris des risques qui étaient beaucoup trop importants, c'est pouvoir changer ses habitudes, pouvoir changer son rythme aussi. Ils auraient dû. C'est des gens quand même d'expérience, ils sont à la pointe, hein, vraiment de la spéculation certainement, d'expérience. Et ils ont quand même eu voilà, le petit manquement, le petit pourcent. Je crois qu'on en avait parlé, hein, il vaut mieux être bon. Il faut être bon 100% du temps que exceptionnel 99% du temps, et avoir voilà, ce problème là, qui te fait exploser, ce petit pourcent dans l'angle mort. Bon, bah voilà, eux, ils font jamais que, comme on a dit au début, entretenir finalement la machine, et tant pis pour eux, j'ai envie de dire. A priori, Ouais, là, puis- on est sur un problème typique de revenge trading. C'est-à-dire que il semble avéré que ils avaient pris de grosses pertes sur Luna. Mais clairement, connaissant leur position et leur gain, s'ils avaient encaissé cette perte de Luna et ils avaient dit bon bah les gars, on a merdé, il y a des pertes, ils seraient encore en profit. À ce moment-là, ils sont encore en profit. C'est-à-dire que leur PNL, elle reste positive parce qu'ils avaient fait une année exceptionnelle et même 2 années exceptionnelles dans la défi. On parle de gens qui sont VC, donc c'est du capital risque, qui rentrent dans les fonds, dans les tours d'investissement les plus tôt des projets et qui sont rentrés dans tous les projets qui étaient successful. Ils n'étaient pas dans le seed round, mais ils avaient fait une levée de fonds chez AV en 2020 avec des tokens en dessous des $20. Et ils sont sortis d'AV, je crois, aux alentours des 450 ou $500. Ce qui fait des gains qui sont exceptionnels. On parle d'investissements de millions qui se transforment en investissements de dizaines, voire de centaines de millions. Et forcément, ces gains-là, même avec la perte sur Luna, on restait sur un acteur qui était bénéficiaire. Ils auraient pu très bien dire, bon, là, on a pris une grosse chiffre, on va se calmer, on va réfléchir, on va mettre les choses, on va dérisquer nos positions et puis voir où se dirige le marché après cet événement. Là, ce qui a un peu mené à la perte, c'est pas le 1% d'erreur qui fait mal, c'est le revenge trading derrière, où on dit non, je vais me refaire. Et c'est typiquement ce que beaucoup d'entre nous, et ce que je disais au début de l'émission, j'ai aussi été victime de ça à une époque au début, de dire je vais me refaire. Et j'ai perdu au casino, j'ai perdu tel truc, bah, c'est pas grave, je vais mettre ma voiture sur la table parce que je vais me refaire sur la prochaine main de tour de poker. Et c'est ça le truc le plus difficile. Ouais, c'est une certaine forme d'arrogance. De toute façon, les quelques tweets qui sont ressortis et tout suite à toutes ces histoires du CEO du co-CEO de Three Arrows Capital, c'est des tweets de la même contenance que Do Kwon de Terra Luna. Et en fait, c'est des gars qui se chopent le ego trip God mode en mode on est tellement au-dessus de tout, on a 10 milliards, 20 milliards, ça brasse comme pas possible, qu'ils doutent de absolument plus rien. Genre, il ne peut rien leur arriver, le marché peut pas dévisser, leur position ultra leverage, DeFi, CeFi mélangée, c'est bon, ça bougera jamais. C'est des trucs que n'importe quelle personne qui a suivi nos émissions, même 3 mois, un débutant absolu, au niveau de la DeFi, c'est le premier truc dont on parle quand tu fais une présentation sur AAV ou ailleurs, c'est le health factor. C'est de ne pas s'exposer plus que ce qu'on devrait, c'est de faire attention à sa santé financière sur les protocoles. Et là, les mecs, ils ont dégénéré complet, comme si on confiait 10 milliards au premier glandu qui est passé. Alors peut-être qu'ils l'ont fait involontairement au départ, que ça a entraîné des conséquences et qu'à la fin, ils ont dû se mettre le cul propre, malheureusement, et ça a entraîné ce que ça a entraîné. Des choses. Bon, après, il faut laisser la justice faire ça, Ouais. ce que fera la justice. Et le temps de la justice est un temps long. Aujourd'hui, on est en plein dans les rumeurs. Donc, prenez énormément de pincettes sur ce qui va être dit dans les prochaines secondes. Clairement, pour l'instant, il y a beaucoup de flou.
mais selon les allégations, et ce sont des allégations, hein, on laissera la justice décider de ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, ils ont fait des emprunts sur du collatéral qu'ils ne possédaient pas, ils ont utilisé des fonds de clients qui étaient déposés chez eux alors qu'il n'y avait pas de mandat de gestion. C'est-à-dire que quand on est gestionnaire de fonds, on peut déposer des fonds, mais on a un mandat de gestion ou pas, il y a un cadre en fait. On ne peut pas faire n'importe quoi avec l'argent des gens, même si c'est son métier d'utiliser l'argent des gens pour gagner de l'argent. Clairement, ils ont dépassé toutes les limites, voire ils sont sortis, selon les allégations, sortis complètement du cadre légal et ont joué avec de l'argent qu'on leur avait pas confié directement. Notamment un market maker qui leur avait mis à disposition des liquidités, mais simplement pour bénéficier d'accords sur des frais de trading, sur des échanges centralisés. Ça se fait, hein, ça se fait beaucoup. Pour avoir vu qu'ils font un volume énorme, ils ont des frais de trading qui sont plus faibles. Et pour un market maker qui joue sur des tout petits spreads sur des paires d'actifs, 0,01% en moins de commission pour un exchange, c'est énorme. Ça représente des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des millions de dollars de profit en plus à la fin de l'année. A priori, il y a une personne qui s'est plainte qu'elle était dans cette situation. Elle n'était pas du tout chez Triaro Capital pour de l'investissement. Et a priori, quand cette personne a demandé à récupérer ses fonds, elle n'a pas eu de réponse. Et les fonds n'étaient plus disponibles. Donc là, il y a pire. C'est une chose de brûler son porte-monnaie en essayant de refaire du revenge trading, mais quand on commence à brûler le porte-monnaie des autres, là, on rentre dans quelque chose qui n'est pas légal, clairement. Ils nous ont fait du spiel à la Jérôme Kerviel, quoi. Ça, bon. Après, c'est des allégations. Pour l'instant, il y a beaucoup de rumeurs. On n'a pas l'obligation de dire c'est sûr que telle chose ou telle chose sont arrivées. On en saura bien plus et ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus certain d'en parler dans 6 mois, dans 9 mois, dans un an. Il y a toujours Donc, la petite attention à partie vous. opaque. Il y a toujours Voilà, la petite attention partie à vous. opaque due à la TradFi qui s'est immiscée là-dedans. Mais après, il ne faut pas oublier qu'on est dans le monde blockchain crypto et qu'il y a 90% d'infos qui sont là trouvables on-chain et tout le reste, hein. Et même des desks OTC qui finissent par parler. Donc, bon, on verra, comme tu dis, ce qui finira par continuer de sortir. Mais c'est clair que c'était pas super joli. Donc ouais, c'est vrai que ça a été c'est Terra Luna au premier abord. On l'a peut-être aussi un peu sous-estimé, même si on savait qu'il y aurait des choses qui sortiraient a posteriori. Mais c'est vrai que quand ça a commencé à vraiment se répandre, notamment le En FUD fait, autour de STETH et tout, putain, ça a été chaud quand même, hein. aujourd'hui, en fait, c'est pas Terra Luna. Aujourd'hui, la crainte principale de l'écosystème et ce qui fait un petit peu peur sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle la contagion. C'est-à-dire qu'un acteur tombe et en fait, c'est comme des dominos. C'est-à-dire qu'en soi, les gens qui devaient prendre une gifle par Terra Luna, a priori, l'ont pris. C'est-à-dire, du jour au lendemain, il y a entre 50 et 60 milliards qui ont fait pouf. Bien sûr, c'était des milliards comptables, hein. Une capitalisation, c'est simplement un chiffre comptable. Mais clairement, les gens qui avaient de l'UST, a priori, leur UST, il vaut plus grand-chose. Donc, soit ils l'ont vendu pendant que ça descendait, ils ont pris une petite claque, soit ils ne l'ont pas vendu, ils ont pris une énorme claque, mais ça, c'est déjà arrivé. Aujourd'hui, le problème, c'est que quand on a un acteur on a des acteurs qui commencent à souffrir, entre guillemets, des conséquences de ce crash qui, a priori, n'avaient pas de lien direct avec Terra Luna. C'est-à-dire que des gens qui avaient des sous chez TriIC, parce que TriIC et d'autres acteurs, Celsius, hein, je pense qu'on parlera de Celsius encore une fois au cours de cette émission, parce qu'ils avaient des expositions là-dedans, ils se retrouvent en difficulté, et comme ces acteurs tiers qui avaient des expositions à Celsius ou TriIC se retrouvent en difficulté parce que TriIC et Celsius se retrouvent en difficulté. Et en fait, c'est ça la contagion. C'est quand on se retrouve avec des acteurs qui n'ont pas de lien direct avec l'épiphénomène qui lance un mouvement, qui en reçoivent des conséquences, et eux-mêmes ont peut-être des acteurs liés à eux qui vont avoir des conséquences, et encore et encore. Et en fait, ce qui est complexe avec une contagion sur les marchés, c'est que plus on est sur des choses opaques, plus c'est complexe
savoir à l'avance jusqu'où ira cette contagion, sachant qu'on arrive aussi dans une phase où la perte de confiance crée la chute des acteurs. C'est-à-dire que des acteurs qui auraient pu tenir si les gens n'avaient pas, ne cédaient pas aux émotions et couraient vers la porte, dans un phénomène de panique, se retrouve en difficulté alors qu'il n'y a pas de raison particulière, objective, à penser que cet acteur tombe. Mais vu que tout le monde panique, eh bien, ça le met en difficulté et du coup, ça justifie la panique. C'est pour ça qu'il y a un adage assez régulier dans les marchés financiers qui dit « si tu dois paniquer, panique tôt », dans le sens où parfois, quand il y a une situation qui tend vers la panique, eh ben, c'est mieux de paniquer avant les autres parce que même si ce n'est pas justifié, si tout le monde panique, ce sera justifié. Il y a des prophéties autoréalisatrices. Et donc, c'est un petit peu... on est dans cette situation actuelle où en fait les gens ont peur de la contagion. Cette peur crée une certaine forme de contagion et on est dans une prophétie autoréalisatrice. Et pour l'instant, rien ne vient freiner ce mouvement. Non, je voulais dire tout à l'heure, il y a quand même voilà, il y a eu un souci, c'est qu'à partir du moment où ils avaient emprunté de l'argent de trésorerie dans lesquelles ils avaient investi, et ils normalement ne devaient pas emprunter cet argent-là, mais ils l'ont fait quand même, ils n'avaient pas ce mandat de gestion normalement d'emprunter cette trésorerie-là, c'est qu'il y avait une dette vis-à-vis d'autres entités, ce qui fait qu'ils manageaient plus d'argent qu'ils n'avaient en actifs. Et donc, ça a mené à un effet de levier. Donc, TradeAC était sur un effet de levier, finalement, sur les marchés, par rapport à leur capacité de pouvoir rembourser de l'argent. Et voilà, c'est souvent le début d'une faillite potentielle. C'était le risque de ruine dont on a parlé, hein. À partir du moment où on est en levier, les fluctuations de marché vont être multipliées également. Et voilà, je suis vraiment étonné. Et il y a un peu un mème qui dit que si on a gagné $1 sur les cryptos ces 5 dernières années, on a gagné plus d'argent que TradeAC. Certes, mais la variance, elle est plus élevée chez TradeAC. Donc là, on est aussi sur un Ponzi qui est fait par Justin Sun, le fondateur de Tron, qui est un petit peu plus collatéralisé que Luna n'était à l'époque. Après, c'est pas les mêmes tailles, etc. Mais actuellement, c'est censé valoir $1, ça en vaut 96 centimes. Je pense qu'on a été assez clair dans cette émission. N'y allez pas. C'est pas les 12. Je sais pas combien ils payent en ce moment, mais c'est quel que soit le taux d'intérêt, ça vaut pas. Ça vaut pas le coup de prendre le risque. On est clairement sur un Ponzi de toute façon. Bon, l'analyse technique, on va peut-être aller assez vite parce que je vais pas répéter ce que j'ai dit notamment ce matin dans l'émission. Mais globalement, déjà, il y a plusieurs choses à vérifier à court terme. Premièrement, pour ceux qui font les moyennes mobiles, le MACD, le RSI, etc., globalement, on a des oscillateurs qui sont encore plus dégradés que ce qu'il était en fin 2018. Donc ça nous donne une indication qu'on est déjà sur un extrême de marché. Après, est-ce que c'est pour autant que quand, par exemple, on arrive en survente au niveau du RSI, on ne peut pas y rester longtemps et descendre plus bas? Si, on peut. Et c'est là où, finalement, on a ce narratif qui est en train petit à petit de voler un peu en éclats, du fait que sur les cycles précédents, notamment, on n'était jamais repassé sous l'ancienne ATH. Alors là, pour l'instant, on l'a sauvé en clôture hebdomadaire. On n'a pas clôturé sous les 19 500, 20 000. Donc en soi, on se raccroche à cette branche, si je puis dire. Mais c'est vrai que voilà, ça laisse se poser la question. Après, je ne sais pas quel est ton avis, notamment Bitcoin, sur des personnes qui, comme ça, au doigt mouillé, jettent sur les réseaux sociaux des objectifs complètement, on va dire, démesurés de $3 000, $5 000. Alors, moi, quelque part, dans mon raisonnement extrêmement, on va dire, à la fois optimiste et quand on observe un minimum strictement ce qui s'est passé depuis plus de 10 ans, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que si un Bitcoin à ce jour revenait à 3000, ça voudrait dire que vraiment le marché crypto en a pour 3 à 5 ans de bear market et qu'on mettra des années et des années et des années à s'en remettre? Ou est-ce que
on pourrait, sous certaines conditions, revenir à 3000 aujourd'hui, bien que ça paraisse complètement farfelu. On va se faire l'avocat du diable pendant 5 minutes. Admettons, je ne sais pas, les États-Unis, d'un seul coup, décrètent que le Bitcoin, c'est pas bien. Voilà. Est-ce que, admettons que d'un seul coup, le marché crypto, après ce qu'il a déjà traversé et cette trend qui est haussière depuis plus de 10 ans, qu'on rentre dans un marché baissier depuis plusieurs années, est-ce qu'on ne mettrait pas justement beaucoup plus longtemps à s'en remettre si jamais on en arrivait à ce genre d'extrémité? Et aussi, pourquoi pas, en restant bien plus modéré en seconde question, quel est ton ressenti en ce moment? Est-ce que potentiellement tu penses que, au vu de la dégradation globale, on a encore des mois justement de difficultés devant nous, sans aller bien évidemment sur de la prédiction ou quoi que ce soit, puisque je sais très bien ce que tu risques de me répondre, mais voilà, globalement, quel est ton mood par rapport au fait qu'on a déjà beaucoup baissé, mais qu'on ne sait pas justement de quoi demain sera fait? Oui, mais avant toute chose, je crois que j'ai un problème de connexion ici et ça va être compliqué pour moi d'intervenir en fait dans l'émission. Donc, si vous me donnez pas un feedback fréquent, moi, je Là, sais c'est pas si bon. je parle dans le vide. Ok. Oui, $3000, c'est évidemment acté d'un retournement énorme de la trend. On oublie le S2F, le stock to flow, etc. Donc, c'est comme on divise par plus de 20 la capitalisation, moins 95%, on se retrouve avec 5% de la valeur dans un court terme. C'est quasiment impensable, honnêtement. Alors, il faudrait en effet une attaque coordonnée de régulation, de malchance, de problèmes techniques. Problèmes techniques, hein, tout à fait. Oui, par exemple, un Ethereum qui fail ou un USDT qui se fait complètement dégommer, Ouais. qui fail. Il faudrait qu'il y ait un némésis absolu, quoi. Ouais. Voilà. Tout à fait. Et remonter de ça, ça va être c'est cataclysmique. Maintenant, la proba est jamais zéro. C'est pour ça que c'est un peu facile de donner des targets sans donner un certain timing et la probabilité. Pour moi, les probas, enfin, je veux dire, tous les prix sont possibles, mais quel est un timing que tu donnes? Est-ce que c'est à court terme? Est-ce que c'est dans la semaine prochaine ou dans 3 ans? C'est différent. 3000 dans 3 ans a beaucoup plus de proba que la semaine prochaine. Bon, après, voilà, quelle est cette probabilité-là? Donc, je ne pense pas qu'il faut figer et cristalliser des targets dans le futur. Il faut parler plutôt de spectre de possibilités, en fait. Le range de possibilités. Est-ce que vous m'avez entendu de manière continue? Impeccable. Parfaitement. Impeccable. Ok. Parfait. Ok, super. Oui, aujourd'hui, moi, j'aurais voulu parler un petit peu d'historique financier. Pourquoi? En fait, parce que j'avais vu un tweet il y a quelques temps et ça m'avait touché tout à fait, comme ils disent en anglais, it hits home. On passe beaucoup de temps à essayer de prédire les futurs dans le marché, énormément de temps. Et il y a quelque chose qui est un peu oublié, c'est finalement de regarder le passé. Et le passé est source d'énormément d'enseignements, je pense, d'autant plus sur une valeur technologique. Parce que qu'est-ce qui caractérise le Bitcoin? C'est un ovni technologique tout à fait singulier et original. Et l'histoire ne manque pas d'exemples de la sorte. Il y en a eu de nombreux exemples dans le passé. Un bête exemple, hein, ça va vous paraître complètement dingue. Donc moi j'ai préparé l'émission ici 20 minutes avant le live. Je reviens du restaurant, donc rien n'est préparé. Hein, mais j'ai regardé un petit peu vite fait, donc c'est pas vraiment préparé. Mais un exemple concret, c'est les vélos. Les vélos au début 1900 à fin 1890, c'était un objet technologique majeur. Pourquoi? Ça paraît débile, hein,
parce que quelques années auparavant, on créait les premiers pneus en caoutchouc. Et s'en sont suivis quelques cadres légers. Et donc, les premiers vélos ont été vendus fin du XXe siècle. Pardon, 19e siècle. Et donc, voilà, je peux partager un écran. Il y a un indice des actions de vélo qui a fait une bulle, par exemple. Voilà. Après, qu'est-ce qui a caractérisé le fait que c'est tombé, finalement, que ce soit complètement anodin aujourd'hui, bah, c'est que cet avantage technologique n'est plus aujourd'hui, n'existe plus. Et ce qu'on appelle, on appelle le fait que ce business s'est commoditisé, qui est devenu donc en fait quelque chose de tout à fait commun. Et donc on a eu de nombreux exemples, donc je peux en citer d'autres. Les chemins de fer, ça a été quelque chose de complètement incroyable. Le chemin de fer, c'était comme amener Internet dans un pays. C'était amener un moyen de se déplacer de manière sécurisée, avec une possibilité de prévoir le temps de parcours, de commencer à organiser du supply chain notamment, mais aussi de voyager. C'était vraiment une époque complètement incroyable. Aujourd'hui, qui voudrait acheter une action de SNCF ou de transporteur de fret de chemin de fer? Et pourtant, à l'époque, c'était une folie. Il y a eu après d'autres exemples. Il y a eu les bateaux à vapeur. Une grosse bulle spéculative sur le chemin de fer. Au début du... Grosse bulle spéculative sur le chemin de fer en fin du 19e. Oui, ça a été vraiment quelque chose de ça a fait des fortunes. De 1850. Ça a été les vélos, ça a été le Bitcoin de l'époque. C'était la Mexican Red Roll. Chaque fois ces expériences-là, je peux encore en citer d'autres. Ça a été... qu'est-ce qu'il y a eu dernièrement? Ah oui, la radio, la télé, au début 1920-30, un peu avant le crash, la Grande Dépression. Chaque fois, c'est la même chose. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? C'est devant nos yeux, Tesla. Tesla, voilà, c'est un fabricant de voitures. En fait, qu'est-ce qui caractérise cette chose-là aussi, c'est que et on peut le voir, hein, les fabricants de vélos, ils ont été quelques-uns, puis le prix de leurs actions, de leur indice, a augmenté très fort en l'espace de quelques mois, ça fait x3, x4. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le Bitcoin, il fait x4 en 4 ans. Donc imaginez x4 en quelques mois, ça crée une frénésie. Qu'est-ce qui caractérise cela? C'est un moment où les gens veulent acheter du vélo. Ça paraît bête quand on dit ça. Ils veulent acheter du chemin de fer, ils veulent acheter aujourd'hui de la voiture électrique. Ils se retrouvent avec beaucoup de pognon à mettre dans 3-4 candidats. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Ces candidats vont se multiplier. Et c'est ce qui est arrivé. Il y a eu des centaines de fabricants de vélos. Au début, il y en avait qu'une dizaine. C'est là que la plus grosse progression s'est faite. C'est quand il n'y avait que quelques fabricants de vélos. Et puis, il y en a eu plusieurs centaines et l'indice a commencé à baisser. Aujourd'hui, c'est pareil. Tesla, c'est le seul fabricant électrique disponible pour les investisseurs. Ce qui fait qu'il a eu des poussées incroyables. Maintenant, on parle de quelques autres constructeurs. Ça va commencer tout doucement à arriver. Il y en aura probablement quelques dizaines. Où il va y avoir un recyclage aussi industriel, hein, donc évidemment Audi, etc., Mercedes s'y mettent, et donc ça va commencer un peu à freiner les progressions des véhicules électriques. Et qu'est-ce qui va se passer dans 30 ans? Ce sera complètement désuet. Investir dans un véhicule électrique n'aura plus du tout d'intérêt pour l'investisseur. Donc il y a une époque où le transport, c'était un élément majeur au même titre que le Nasdaq aujourd'hui. Donc, il faut toujours quand même remettre les choses dans leur contexte, analyser comment ça s'est passé et je répète, étudier le passé. Autant, je suis plutôt de type ingénieur tech qui regarde l'avenir. Je suis pas du genre, je suis plutôt du genre iconoclaste. Mais je me dis qu'un des skills les moins étudiés, c'est regarder le passé, quoi. Et bon, voilà, je regarde, je vois beaucoup de similitudes. Alors, qu'est-ce qui pourrait, entre guillemets, sauver Bitcoin de le fait que ce soit une commodité?
quelque chose de tout à fait comme banal, comme des vélos. Personne ne va acheter l'action d'un fabricant de vélos aujourd'hui. Personne ne va acheter l'action d'une compagnie de bateaux à vapeur aujourd'hui. Personne ne va acheter un fabricant de Walkman. En fait, ce qui peut sauver ça, c'est que Bitcoin peut évoluer. Il peut continuer de susciter l'innovation. Il peut continuer de susciter Bitcoin, je parle des cryptos en général, pourront parce que le continuer Bitcoin qui évolue, ça s'appelle Ethereum. L'intérêt unique d'investir dans quelque chose de nouveau, un nouveau palier. C'est ce qui a sauvé, par exemple, presque tout business doit faire ça. Donc, en fait, un business, il subit des cycles. Peut-être deux, trois petits mots. Après, je parlerai des cycles de business et expliquer en quoi Bitcoin ne va pas vivre la même chose peut-être dans le futur. Voilà. Je sais pas, petite réaction là-dessus. Je sais bien qu'on a échangé Cryptomatrix sur ces sujets-là. Tu vois à qui je fais allusion aussi. Il y a un blog très bien fait qui reporte un peu tout ça. Ça s'appelle Investor Amnesia. Voilà, moi ça m'occupe beaucoup de regarder ce qui s'est fait dans le passé que d'essayer d'aller voir le futur. Donc ça, c'est ce qui me concerne pour l'instant beaucoup en fait. C'est ce sujet d'étude des cycles passés. Globalement, en plus, on s'aperçoit que ce qui nous arrive maintenant est déjà arrivé sous d'autres formes, mais à l'identique, depuis des centaines d'années, justement. Et c'est vrai que les quelques fois où tu m'as fait passer des lithographies et tout ça qui remontent à 1800 ou je sais pas combien, tu te dis, purée, c'est fou que déjà, finalement, même si la finance n'était pas moderne telle que celle qu'on la connaît aujourd'hui, on n'en était pas au trading haute fréquence et tout ça, globalement, l'homme se comportait déjà tel qu'il s'est toujours comporté, quoi. Donc, au cours de l'histoire, bien évidemment, il y a quelques révolutions, que ça soit en sortie du Moyen-Âge. Ensuite, plus tard, ça va être les accords de Bretton Woods qui vont changer pas mal la donne pendant un temps. Les talons or, etc., etc. Mais c'est vrai qu'à ce jour-là, en 2022, si on essaie de se projeter sur ce que va être la prochaine révolution, entre guillemets, financière et monétaire, on peut légitimement se poser la question de l'avènement à la fois du Bitcoin et des cryptoactifs, quoi. Et qu'on se positionne en tant qu'État ou en tant que particulier, ou peu importe, au final, ça fait sens, je trouve. Et c'est pour ça que je trouve ça dommage aussi, ceux qui collent des 3000 et tout ça et qui ne se rendent pas compte que derrière, ça voudrait dire qu'on signe l'arrêt de mort quasiment du marché crypto. Je trouve ça complètement déplacé et farfelu. Pas dans le sens où... Voilà. C'est pas parce qu'une action, personne ne veut acheter aujourd'hui une action de chemin de fer que ça signe l'arrêt de mort du chemin de fer. Il n'a jamais autant transporté de tonnes qu'aujourd'hui, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose que je dis toujours. Le prix est orthogonal. C'est pas parce que Bitcoin sera à 3000 que Bitcoin ne va pas être une super base de transfert de valeur, en fait, tu vois. C'est Oui. tout à fait essentiel de comprendre ça. Et c'est pas parce... Aujourd'hui, on vend probablement cette année plus de vélos qu'en 1880, mais pourtant, personne ne veut une action de vélo, en fait. Tu vois. Donc, il faut bien faire attention. Les marchés financiers ne servent finalement qu'une utilité. C'est essayer de prospérer avec de l'argent pour faire de l'argent pour un type de niche de personnes qui sont des personnes riches, qui ont les moyens d'avoir de l'épargne, d'avoir le temps de créer, d'exploiter ces marchés. C'est pas pour autant que ça dirige le monde et que ça dirige encore moins finalement l'activité sous-jacente. Il faut faire vraiment gaffe à ça. Et pourtant, quand on essaie d'expliquer ça, les gens n'arrivent pas à comprendre, ils suivent pas. Il faut énormément de temps de pédagogie. Les gens vont croire que tout s'explique de manière facile. Et on avait parlé de la corrélation. Ouais, et j'avais dit la semaine dernière, on est en 2021, on est en même prix qu'en 2017. Pourtant, il y a 50 fois plus d'utilisateurs crypto, et au minimum. Et pourtant, les gens veulent croire que c'est simple à expliquer. Ils veulent un rationnel. Ce qui est difficile à expliquer, ils veulent l'offusquer. Donc voilà, je tenais quand même à dire que mettre une target à 3000, whatever, ok, cool. Et quoi? Ça change rien. Bitcoin peut être un énorme succès.
Les cryptos seront probablement un énorme succès. Globalement, ben voilà, enfin, personnellement, je pense pas que on en arrive jusque-là et que si un jour ça venait à arriver, ça serait assez catastrophique, comme on disait tout à l'heure, de par ce qui Je aurait pense que conduit le Bitcoin à revenir à 3000. C'est pas forcément en soi la target, on l'a déjà vu, on l'a vu par 2 fois et on l'a vu il y a pas si longtemps que ça, il y était en mars 2020. Donc on était à 3-4 000. On l'a vu sur un crack Covid, on peut se prendre à moins 50 multi-marchés, le gold, les actions, tout a pris moins 50 du jour au lendemain. Mais c'est vrai que sans un truc vraiment très appuyé, ça paraît voilà, un peu too much. Et globalement, juste par contre, pour avant de te donner la parole, de te laisser la parole, Marc, pour donner un peu de grain à moudre au niveau de tout ça. Là, on est en train de travailler l'ancienne ATH de 2017-2018. Et par contre, là où on pourrait avoir un point d'intérêt, si jamais ça descend en dessous, c'est effectivement les corps de bougie ici de décembre 2017, janvier 2018, autour de 14 000 $. Et ensuite, on avait un point d'intérêt légèrement plus bas, entre 12 et 13 en hebdomadaire. Donc, qu'on me dise 12, 13, 14, 15 avec des fibos, avec un RSI qui est bien survendu, un fondamental qui actuellement ne joue pas en notre faveur, la guerre en Ukraine, la Fed, le tightening, le fait que la régulation va passer aux US et en EU, ça nous fait un Bitcoin qui retrace de 80, de 85% comme il l'a toujours fait. Mais quand on a fait un top à 70, qu'on nous dise on va revenir à 3000 sans donner quelque autre forme d'explication ou de quoi que ce soit, juste comme ça, voilà, je trouve ça dommage et je trouve ça, comme je le disais, assez déplacé quand même. Pour ceux qui vivent du marché crypto et dans le marché crypto. Quelque part, il y a la physionomie du spéculateur pur, où lui, il s'en fout du prix. Ça monte, on fait de l'argent, ça descend, voilà, peu importe. Mais pour les personnes qui y croient sur le long terme, colle une target qui voudrait dire que le marché est quasi complètement KO pour des années, bah, c'est aussi quelque part souhaiter un peu du mal à des personnes, tu vois ce que je veux dire, fondamentalement. Donc voilà, je suis entre ces deux Ouais. eaux-là et voilà. Ouais, je vais laisser Marc. Ouais, Pardon. moi je voulais quand même réagir, je suis parfaitement d'accord avec toi, avec ce qui a été dit précédemment. Je tiens cependant à pointer que Bitcoin est cependant corrélé à son utilisation. C'est-à-dire que le succès de Bitcoin, normalement, si ça devient un réseau de base où la plupart des gens font leurs transactions ou alors que c'est le settlement d'activités financières, c'est ça qu'on parle de succès, hein. C'est-à-dire que le Bitcoin a une importance dans le monde financier, ça se traduit en FI. Aujourd'hui, le Bitcoin est très largement subventionné. Il est subventionné par son inflation, puisque tout le monde pense qu'il n'y a pas d'inflation sur Bitcoin. Certes, le supply de Bitcoin est fixe à 21 millions d'unités, tout le monde sait ça. Je pense qu'il n'y a pas besoin de l'expliquer aux 1600 personnes qui nous écoutent, mais ces 21 millions d'unités, elles seront là en 2140. Entre-temps, toutes les 10 minutes, en moyenne, il y a un certain nombre de bitcoins, 6, 25, qui sont créés, qui n'existaient pas avant, et qui sont distribués en récompense aux mineurs. Cette création monétaire, c'est la subvention pour soutenir le réseau au premier jour. C'était le souhait de Satoshi Nakamoto. Et ce qui permet aujourd'hui que les mineurs gagnent essentiellement leur vie par cette création monétaire et pas forcément par les frais engendrés. Sauf que ces subventions, elles ne s'arrêtent pas en 2140, elles s'arrêtent d'être intéressantes dans un halving, dans 2 halvings, dans 3 halvings. C'est-à-dire qu'on a 4, 8 ou 12 ans pour Bitcoin pour faire ses preuves, puisque la création monétaire se divise par 2 à chaque halving. Et donc, ce qui est 6,25 aujourd'hui à chaque bloc, ça va devenir 325, puis etc., etc. Et on va très vite arriver à des block rewards qui sont relativement faibles. Et ce que pensent tous les gens qui croient en Bitcoin, c'est que en fait, les frais vont prendre le relais. C'est-à-dire que les subventions, tous les 4 ans, se réduisent de moitié et les frais, donc l'activité économique réelle, qui paye pour utiliser le réseau Bitcoin, qui pense que le réseau Bitcoin a une valeur et est prêt à payer pour ce service, et c'est ça qui donne la valeur intrinsèque aux choses, prennent le relais. Aujourd'hui, on n'y est pas. On a 250 000 $
par jour et aujourd'hui, mais on était sur une journée assez calme. En moyenne, sur la semaine dernière, on est à 1,5 million de dollars de frais payés pour utiliser le réseau Bitcoin. C'est relativement faible par rapport au coût des mineurs. S'il n'y avait pas de block reward, je peux vous dire qu'il n'y aurait pas autant de hash rate sur Bitcoin. Il y aurait encore des blocs Bitcoin, mais on serait sur un réseau à la sécurité un petit peu moindre et à l'activité et l'industrie de minage un petit peu moindre. Pour comparer, Ethereum, c'est 6 millions de dollars par jour. On est sur un réseau qui est un peu plus mature sur l'adoption de la demande d'utilisation du réseau, c'est-à-dire les gens sont prêts à payer plus de frais pour utiliser ce réseau parce qu'ils y trouvent de la valeur, plutôt que sur un autre réseau. La vraie question pour moi, c'est que s'il y a une adoption et une réussite de Bitcoin, pour moi, ça doit passer aussi par le prix, puisque toute la beauté du mécanisme de Satoshi Nakamoto, c'est que il y a un cercle vertueux qui s'organise entre le succès de l'utilisation du réseau Bitcoin et sa valorisation, qui renforce la sécurité et qui est le cercle vertueux qui rend la technologie blockchain si intéressante. Oui, tout à fait. Bah, j'ai quelques petits soucis de connexion, ça risque encore de couper. Je suis tout à fait d'accord, hein. Donc, pour moi, une valeur financière, elle s'exprime par 3 facteurs. La première, c'est finalement la rareté de l'acteur Tesla. Il est assez seul, donc forcément, il dépasse, il a une valorisation énorme, Tesla, parce qu'il est tout seul. Voilà, c'est la rareté, elle est là. C'est une start-up qui est devenue un géant, qui est en Californie, qui a regroupé tout ce qu'il fallait. Donc, la rareté, soit du business, mais ça peut être aussi la rareté de l'idée de l'innovation. Ensuite, il y a le deuxième pan, c'est l'utilité. Alors, il faut que ce soit utile, hein. Ça, on ne va pas commencer à faire de la valo sur quelque chose qui n'est pas utile. Donc là, je te rejoins complètement. Le Bitcoin doit être utile, doit être utilisé, et il y a une certaine corrélation. Maintenant, mon point, c'est que c'est difficile de comprendre l'utilité de Bitcoin, de la jauger, parce qu'il y a beaucoup de bruit finalement dans l'usage on-chain, hein, que ce soit Ethereum aussi. Donc vraiment, son utilité, c'est difficile quand même de la jauger. Et surtout, elle s'inscrit dans une volate qui est entre x50 moins 98%. Donc c'est très compliqué de savoir où se place l'utilité par rapport à son prix actuellement. Après, je ne dis pas que ça va commencer à tendre, et puis on va varier autour d'un x2, moins 50% dans 15 ans. Un peu ce qui se passe sur Coca, quoi. Coca McDo, c'est assez facile de comprendre l'utilité de ces compagnies. Elles ne peuvent pas commencer à vendre 10 fois plus de Coca l'an prochain. Il faudrait pour ça que la population mondiale fasse x10. Ensuite, il y a un troisième élément assez clé, c'est finalement dans quel contexte s'inscrit cette innovation rare et utile dans un contexte de prospérité économique. Exemple, c'était très utile certainement d'avoir des bateaux à vapeur quand il y avait des bateaux à voile, mais aujourd'hui, certainement pas. Donc voilà, il faut... mais en même temps, ça rejoint l'utilité et la rareté, évidemment. Mais ça prouve qu'un bateau à vapeur aujourd'hui très rare, très peu d'utilité, et s'inscrit dans un contexte qui n'en a pas besoin. Donc voilà, c'est ces 3 choses-là. Et alors, dans la prospérité, il y a aussi évidemment la prospérité financière économique. C'est-à-dire, dans une économie de subsistance et de guerre, ça sert à rien de commencer à parier sur, je sais pas moi, des voyages, des croisières de voyage, par exemple. C'est les premiers qui seront touchés, et d'autres industries, voilà, j'ai pas d'exemple en tête. Donc voilà, c'est quand même ces 3 facettes qui sont importantes, et je te rejoins tout à fait. L'utilité est évidemment essentielle. C'est pas un casino qui tourne sur soi-même, hein, qui tourne en rond. C'est quand même quelque chose qui favorise les utilisations futures des choses. Les marchés ont quand même une utilité, c'est qu'ils permettent de financer des nouveaux secteurs et anticiper des secteurs qui nécessiteront voilà, des financements et l'intérêt des investisseurs. Et c'est d'ailleurs l'utilité ou le fait qu'il y a un produit
Le produit d'une blockchain, c'est l'emplacement dans ces blocs. C'est-à-dire, ce que fait une blockchain, ce que vend une blockchain, c'est des blocs toutes les 10 minutes, toutes les 13 secondes. Et ces blocs qui sont disponibles à être utilisés pour ces utilisateurs qui veulent avoir des informations qui soient enregistrées ad vitam aeternam sur ce registre distribué. Et donc, il y a un vrai produit dans une blockchain. Après, ce produit peut avoir de l'intérêt ou pas, de l'utilité ou pas. Il faut qu'il y ait des utilisateurs pour qu'il y ait une demande qui viennent rencontrer cette offre. Mais le fait qu'il y ait une création économique, qu'il y ait un service qui soit rendu, c'est ça souvent qui va différencier un Ponzi, qui est quelque chose d'illégal, par exemple, où il y a simplement ce qu'on appelle la théorie du plus grand idiot, c'est-à-dire on achète quelque chose qui n'a aucune valeur en espérant le revendre un peu plus cher à quelqu'un d'autre qui sait que ça n'a aucune valeur, mais qui espérera lui-même le revendre un peu plus cher, à un système où en fait on achète un titre en espérant que ça prenne de la valeur encore, mais il y a une réelle activité économique en dessous, et ça s'appelle les marchés. Dans les deux cas, on peut perdre de l'argent, dans les deux cas, on peut gagner de l'argent, mais il semble assez aisé de comprendre que les choses sont très différentes. Ouais, je voulais te poser une question aussi, Bitcoin en ce moment, est-ce que tu es déjà en recherche justement d'alt contre Bitcoin pour essayer de déterminer quelles pourraient être les alts qui démontrent une certaine résilience, une certaine force à court terme et qui ne se laissent pas indéfiniment, comme on l'a vu, certains aller toujours que vers le bas. Donc c'est vrai que de mon côté, je trouve ça plutôt intéressant de regarder les paires à la fois contre Bitcoin et à la fois contre Ethereum. Et notamment, attends, je vais essayer de te trouver le BNB qui, du côté de Binance, à la fois contre le dollar, a plutôt pas mal tenu. Donc pour l'instant, là en log, on voit que si jamais on se vautre, on peut se vautrer très bas, mais ça avait l'air de tenir, en tout cas jusqu'à présent. Et contre le Bitcoin, on est à peine en petite consolidation, les box typiques comme tu les fais toi de ton côté. Et c'est vrai que quand on voit ce genre d'actifs qui finalement contre BTC ne corrige quasiment pas, même au plus dur du bear, est-ce que c'est pas là nos futurs champions en devenir au niveau d'une quelconque reprise, peu importe quand elle sera? Enfin, est-ce que la phase de recherche comme ça, de pair contre Bitcoin et contre Ethereum, ça te semble logique pour détecter ce qui reste fort, en tout cas du côté des alts? Ou est-ce que on aura au prochain cycle tous les nouveaux arrivants, les nouveaux gagnants qui, comme d'habitude, nous surprennent aussi parfois? Oui, moi j'ai tendance plutôt à me dire, bon, dans un premier temps, je me focus avant tout sur une reprise Bitcoin. Je pense que pour l'instant, le scénario, ça va quand même être de nouveau ça. Et pendant le temps du bear market, entre guillemets, où je ne suis pas moi vraiment positionné, je ne vais pas trop m'inquiéter, en fait, parce que ça peut encore durer longtemps. Donc je pense que ce sera peut-être des efforts qui seront vains. À partir du moment où on reprend, parce que ça reste le baromètre, hein, pour moi, Bitcoin, ça va rester encore le baromètre, à mon avis, pour ce cycle-ci, le prochain cycle. À partir du moment où il va reprendre de la force, je pense que ça vaudra le coup de commencer à analyser les alts versus Bitcoin, versus Ether. Après, tu as bien conclu. Je vais, moi, essayer de regarder les nouvelles plutôt coins. Et il y a eu beaucoup, tout le cycle précédent, finalement, c'était des coins qui étaient introduites non pas lors du cycle 2015 à 2017-18, exception faite de AV, carrément un très rare coin pré-crash précédent qui a encore bien SNX performé. également. Presque toutes les coins qui ont fait des méga returns, donc c'est Matic, DOT, AVAX, machin, on a un paquet, sont toutes de la QV 2019 plus, en fait, enfin 2018 plus. Donc voilà, moi je pense que et une fois de plus, ça rejoint l'hypothèse précédente. C'est des coins qui sont dans un nouveau secteur, qui sont rares, les gens veulent parier dessus. Il n'y en a pas beaucoup, explosion de la valorisation. Et puis voilà. Donc autant regarder, je pense, sur les prochaines QV. C'est comme ça. Voilà. L'edge, il se trouve comme ça dans les marchés. Ça paraît
unfair, injuste, mais c'est comme ça que fonctionnent les marchés. Donc, ce ne sera pas sur des vieux os que je vais aller chercher, je pense, les meilleurs returns. Donc, je ne vais pas trop me focus, malheureusement. Je veux dire, le turnover dans les cryptos est très gros. Voilà, tu montes du e-gold, etc. C'est, à mon avis, pas les prochaines cryptos qui vont donner les plus gros returns. Le but, une fois de plus, c'est pas d'avoir raison. Tout comme Voilà, c'est comme ça. n'a pas performé Si on sur veut, ce cycle-là, quoi. il faut comprendre les règles du marché financier, quoi. Comment ça fonctionne. Donc, voilà, comment je vais procéder, ce sera avant tout attendre déjà le retournement du marché crypto. Et puis, on verra. Je pense que ce que je regarde aussi, c'est l'Acoin versus Total 3, par exemple. Contre tout le marché, pas juste Bitcoin ou Ether, contre tout le marché alt. Donc, tu vois, là, je ferai par exemple, je sais pas, hein, un exemple récent que j'ai regardé, c'était XRP USD. Ça, c'est l'énigme. Hein, et Ripple, l'énigme. Ce truc, il doit valoir 5 millions, il vaut toujours 5 milliards. C'est vraiment la grande question. Donc, tu fais XRP / Total 3. Tu regardes sa performance par rapport finalement aux alts. Je pense que là, les signaux seront à chercher plutôt contre tout le marché alt lui-même que d'aller le faire contre BTC ETH qui deviennent des méga blue chips qui, voilà, tu mets le chart à l'écran. C'est un graphe qui commence en haut à gauche, en 2017, il y a longtemps, qui termine en bas à droite. Pour moi, je peux déjà discarder, c'est vraiment pas intéressant. Il n'y a pas beaucoup d'alts qui battent le Total 3, et en général, c'est souvent des alts récentes et Ethereum. Je ne sais pas, oui, à mon avis, BNB, il doit très bien tenir. Alors ça, c'est une grande question, je ne sais pas. Personnellement, c'est une énigme pour moi, BNB. Ouais, je vais pas c'est vraiment... C'est assez fort, ouais. Ouais. Bah après, faut quand même prendre en considération qu'il y avait CZ qui avait drop ses chiffres l'autre fois. C'est un monument. Hein. C'est devenu la pieuvre de l'exchange crypto. Hein. Il n'y a pas grand-chose, à mon avis. Après, je ne veux pas avoir raison, avoir gagné 50% sur BNB et oui, d'avoir fait un ATH avec BNB. Moi, je veux faire un ATH d'une coin qui sera un bêta, en fait, beaucoup plus gros du marché, qui va me faire plus que 50%. Ouais, bien sûr. Bon, après, ça dépend aussi des liquidités. C'est un peu plus complexe, mais ouais, je ne sais pas. Voilà, franchement, là, je suis vraiment étonné. Je ne sais pas expliquer ce comportement-là. Et il ne m'inspire pas confiance, honnêtement. Ouais. Bah ouais, je sais pas. Peut-être après que le BNB est trop concentré comme le Solana aussi et que c'est ce qui fait qu'à ce jour, bah, il bouge pas trop puisque les types ont la main mise dessus. Mais il y avait une question dans le chat qui demandait qu'est-ce que le Total 3? Donc si je dis pas de bêtises, c'est moins Bitcoin, moins Ethereum, c'est ça? Ouais, top 125, moins le top 2, BTC ETH. Voilà. Donc du vraiment pur alt. Parce que je pense que maintenant, ETH a gagné ses galons d'être un indice quasiment à lui seul. Et c'est extrait carrément voilà, de la masse des alts. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Ouais. Donc Total 3 devient un peu plus pertinent, je pense, pour comparer les alts versus leurs semblables. Ouais, ça se tient. Ça se tient et c'est vrai que c'est intéressant. J'essaie de regarder dans le chat s'il y avait d'autres questions. Je ne sais pas, toi, si tu avais d'autres sujets en particulier à aborder de ton côté ou un truc en particulier. Ouais, je vais encore parler des business cycles, ce qui devait sauver un Bitcoin, quoi. Comparé à de l'or qui ne sait pas se changer, qui ne sait pas s'améliorer. Je vais partager mon écran. Vas-y. Ok, je vais vous montrer quelques petits trucs intéressants déjà d'illustrations précédentes. La Cycle Mania. Et oui, c'était vraiment quelque chose de très cool d'avoir un vélo fin du 19e siècle. Je vais vous montrer un indice. Voilà, l'indice ici. On salue Michelin. Hein. Michelin, c'était l'entreprise technologique. Tout à fait. Alors, du coup, j'ai tapoté Pneumatic Tire History. Qu'est-ce qu'on voit? Le premier pneu a été fait en 88. Quelques années après, on retrouve ces cool guys en train de fanfaronner sur leur vélo.
Sachant qu'il y a encore à avoir beaucoup d'améliorations, la chaîne, les pignons. Donc, non, c'est assez marrant. C'était le Bitcoin de l'époque. On voit décembre 95. 6 mois après, on a l'indice qui a fait x3. Je rappelle, Bitcoin, il fait x3 en 4 ans. Voilà, là, il n'y a pas à rougir. Et alors, chose intéressante, c'est celle-ci, c'est le nombre de compagnies donc de vélo. Voilà. C'est la chose que j'ai dite précédemment. C'est important que l'acteur soit rare et qu'il n'y en ait pas une multitude. Donc, l'exemple Tesla, il n'y a pas 10 fabricants californiens de renom d'électriques véhicules, c'est Tesla. On voit ici que le pic du marché, il se fait en mai 1896, à un moment où il n'y avait que 20 compagnies. Qu'est-ce qui se passe après? Dilution, entre guillemets, de la valeur, parce qu'on passe de 20 en un an à plus de 120 compagnies de fabricants de vélos. Et pendant ce temps-là, le marché, lui, va baisser. Donc là, on voit un fonctionnement de marché tout à fait typique qui a fonctionné, même ordre. Je veux dire, on peut... c'est toujours ce simple fait d'avoir eu une innovation technologique, des acteurs rares financiers, et on voit les mêmes genres de fonctionnement qui arrivent. Par chance, évidemment, on n'a pas dupliqué Bitcoin. Quoi. On a vécu ça avec les Uniswap fork, c'est-à-dire au début, SushiSwap, c'était l'innovation qui allait copier Uniswap, mais l'améliorer. Et puis après, on a eu SashiMiSwap, YamSwap, etc. On en a eu des centaines et des centaines qui faisaient du liquidity mining, ce qui a amené à la chute. On a eu plein de cycles comme ça pendant ce cycle haussier. Je t'entends plus. Je sais pas et si nous, on t'entend. On t'entend. Et donc, pour continuer mon argument, on a eu plein de microcycles comme ça sur ce cycle aussi. On a eu aussi Olympus et ses forks. On a eu différents mouvements comme ça. Et les algorithmiques stablecoins, et ça, c'était le cycle de trop qui a un peu coupé les choses. Et c'est vraiment très intéressant de voir ça, que quand, en fait, un marché devient saturé avec énormément d'acteurs, ça dilue, et ça dilue aussi l'opportunité, et du coup, ça dilue l'intérêt. Alors ici, on a un graphique intéressant. Donc, confirmez-moi que vous m'entendez. Ouais. Et on vous t'entend voyez parfaitement. Ok, oui. Cool. En gros, c'est l'histoire financière. C'est un peu la type Bitcoin dominance. On voit ça sur CoinMarketCap, la dominance des alts ou de certaines cryptos. Ici, c'est en fait les secteurs. Par couleur, en fait, on a un secteur financier et c'était son importance dans les marchés financiers. Alors, il y avait à l'époque, au tout début, finalement, les marchés financiers n'ont été créés que pour 2 secteurs, celui du financement en orange et celui du transport. Donc, on revient au début des transports maritimes, en fait, à voile. Et il y avait toute une industrie seulement de l'achat-vente d'actions et de financement de dettes. Et on va voir que cette partie jaune est devenue énorme dans les années 1850 avec l'avènement du rail et aussi des bateaux à vapeur. Et donc, on peut voir que si on prend en 1845, on va dire 1860, il y avait quasiment 2 secteurs sur le marché financier. C'était les banques, la finance, et tout ce qui était hyper technologique à l'époque, le chemin de fer, les bateaux. Et il y avait ici, donc en gris, en bleu clair, des discretionary, c'est plutôt des business de vente de détail. Voilà. En vert, on a le staple, c'est des secteurs nécessaires. Donc, c'est plutôt nourriture, alcool, tabac. Et puis alors, donc voilà. Et on peut voir qu'au fil du temps, jusqu'à aujourd'hui, finalement, les secteurs financiers, finalement, ont émergé, ont créé de la valeur et ont rendu,
finalement les marchés financiers beaucoup plus diversifiés. Et le secteur transport dont ça a été un énorme, c'était le numéro 1, le secteur numéro 1 jusque fin 1900. On peut voir qu'il est ridicule, il n'y a plus aucune société de transport, plus personne n'investit là-dedans. Et donc c'est les fameux cycles que je vais expliquer de commodisation, cycle de business. C'est celui-ci. Un business, il doit faire un S. En fait, il y a une naissance du business, une croissance, une maturation, et ensuite aging qui peut être une mort aussi. C'est ce qu'on appelle la commodisation. Donc, un exemple, c'est le téléphone portable. C'est un objet totalement commodisé, commun, qui est qu'on peut voir dans le tiers-monde, n'importe qui maintenant, téléphone portable. Pourtant, on peut voir des pubs des années 80 ou 90. En parlant de portable, il y en a un qui l'aura senti passer, c'est Nokia. En se remettant pas en question au bon endroit, au bon moment. Voir une pub des années 90. Ça, c'était l'apogée de la coolitude. On se souvient de cette scène dans American Psycho. C'était quelque chose, un élément différenciateur énorme de classe. Donc, on était dans ce business cycle ça paraissait complètement ridicule aussi, d'innovation, puis de croissance, maturation et maintenant commodisation. Et donc, comme tu dis, voilà, Nokia est mort parce qu'ils n'ont pas évolué leur business et c'est devenu une commodité complètement. À partir du moment où cette commodité, ça n'intéresse plus les investisseurs, plus personne. Les business doivent faire des S constamment. Et on va prendre Facebook. Facebook aurait pu mourir comme MySpace, mais non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un virage important, c'est d'avoir investi le mobile. S'ils n'avaient pas fait ça, ouais, ça aurait été terminé, ça aurait très, très probablement terminé comme un MySpace. Ils ont acheté un Instagram 1 milliard. Ça avait fait la ire de tous les médias. Les gens ne comprenaient pas comment on pouvait acheter Instagram. Et 1 billion. Les gens trouvaient ça complètement démentiel d'avoir pu acheter Instagram pour 1 milliard. On s'est trouvé peut-être des retours de presse. Ah, c'est vrai que de souvenir, ça avait fait beaucoup parler, ça, à l'époque. Ouais, les gens la première fois qu'on voyait une c'était application qui se fortune. vendait 1 milliard, en fait. Maintenant, aujourd'hui, c'est tout à fait commun. On va essayer de trouver un article de presse qui s'en moque. Voilà, ici. Achat de Instagram pour 1 milliard, malgré qu'il n'ait pas de revenus, par exemple. Voilà. La NPR en plus. La NPR, c'est l'État. Hein. C'est une radio d'État à la base. C'est une National Public Radio Communication ou un truc comme ça. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait Facebook, ils ont eu une fin, ils ont fait un S en plus. Donc ils avaient un site que plus personne, à part des boomers, utilise. Et ils ont réussi à créer un nouveau S dedans. C'était d'acheter une nouvelle app, d'acheter WhatsApp. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un S, c'est la VR, c'est Facebook Horizon, c'est renommé Meta. Et puis il y aura. Donc le but ultime, c'est de empiler des S. À partir du moment où le business ne fera pas ça, il va mourir comme Nokia, tout simplement. Donc, la bonne nouvelle pour les cryptos ou Bitcoin ou que sais-je, c'est qu'il y a la possibilité de créer d'autres S. Un S, ça pourrait être... il pourrait empiler un S avec le Lightning Networks, par exemple. Et puis, par-dessus, il pourrait y avoir un Layer 3, etc. Maintenant, est-ce que ça va créer une utilité, une rareté? Est-ce que le contexte sera favorable? Ça sera aussi la question. Alors, dans le chat, ça réagit que Nokia, effectivement, n'est pas mort. Ils existent encore, ils ont une valeur en bourse. Mais clairement, je pense que vous concéderez facilement que Nokia, c'est pas Apple. Ils n'ont pas les parts de marché, ils n'ont pas la capitalisation d'Apple, de Samsung ou d'acteurs majeurs. Apple, c'est un très bon exemple. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un virage. C'était de devenir Windows compatible, d'avoir sorti évidemment l'iPod, d'avoir sorti l'iPhone, mais surtout aussi, ils ont lancé le App Store, ils ont lancé iTunes, qu'ils ont enterré aujourd'hui, parce que c'est devenu une commodisation, c'est devenu ridicule comparé à Spotify. Tout le monde maintenant consomme du streaming, mais à l'époque, c'était complètement incroyable. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Voilà, bonne question. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Les AirPods.
Ça paraît con, mais c'est 30% de leurs revenus d'avoir enlevé le câble des écouteurs. Et pareil, hein, ça fait rire beaucoup de monde. Donc l'objectif, c'est de rajouter des S comme ça. Juste, je termine là-dessus parce que ça se calme pas dans le chat. Parce que, soi-disant, Nokia, c'est 25 milliards, c'est pas mort. Je pense que cette personne travaille chez Nokia et on respecte, hein, c'est une entreprise respectable. Apple, c'est 2130 milliards. On n'est plus dans la même catégorie. C'est quand on est numéro 1 d'un marché qui vaut quelques milliards et qu'on a 80% des parts de marché, mais que le marché devient énorme et qu'on n'a plus que 5% des parts, même si on vaut 25 milliards, c'est honorable, c'est vachement bien. Mais sur un marché où l'acteur numéro 1 vaut 2130 milliards, on n'est plus dans les mêmes catégories. On a raté son as. Et c'est ça l'argument qui est mis. Donc j'espère que ce sera compris. Ouais. Oui, on est d'accord. Évidemment, c'est pas mort, hein, mais bon, on est très loin de quelque chose de très sexy. Oui, voilà. Donc voilà, je voulais un peu parler de ces business cycles, c'est de continuer de pouvoir les empiler. Et qu'est-ce qui caractérise ça? C'est en fait une entreprise qui réinvestit une partie de ses bénéfices dans la R&D. C'est ce qui continue d'améliorer finalement le monde, hein, et la prospérité. C'est que tout ne retourne pas dans la poche de gros cochons d'actionnaires, mais qui se disent, bon, comme on veut pas mourir et qu'on a quand même une belle poule aux œufs d'or, on va continuer de l'entretenir, d'être certain qu'elle a suffisamment d'eau, de graines, qu'elle nous pondra d'autres œufs en or, hein, en fait. Hein. Donc, évidemment, c'est la recherche de l'intérêt qui dépasse juste l'intérêt des actionnaires, finalement. C'est la R&D, elle est essentielle. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de discussions en ce moment dans la crypto. Il faut que les tokens se transforment, redistribuent leurs fees aux token holders, etc. Et moi, je fais partie des gens qui disent surprends pas, puisque en fait, généralement dans la finance traditionnelle, quand une entreprise technologique se met à distribuer des dividendes, c'est le pire des signes. C'est-à-dire que cette entreprise a abandonné l'idée de se dire on peut être encore compétitif, on peut encore innover, ou on peut encore acquérir d'autres entreprises qui ont des technologies pour se développer sur de nouveaux marchés et grandir plus. En fait, distribuer des dividendes, redistribuer de l'argent directement aux actionnaires, que ce soit par des buybacks ou directement des dividendes, c'est simplement un aveu de on a fait notre marché, on a terminé notre S, et maintenant on va profiter de notre revenu et puis distribuer petit à petit. Clairement, pour moi, si je vois un token d'un protocole qui distribue toutes les fees du protocole directement aux utilisateurs, je me dis, ça veut dire qu'on n'est plus du tout sur une valeur de croissance. Et c'est acceptable, mais aujourd'hui, Tesla, il ne distribue pas des dividendes. Si vous regardez les acteurs de la technologie, vous aurez bien du mal à trouver un acteur qui distribue des dividendes. Parce qu'on n'est pas encore là. Un exemple, c'est Amazon. Hein. Il n'a toujours pas distribué de dividendes depuis sa création en 1996. Oui, puisqu'ils investissent, ils estiment qu'ils ont encore de l'innovation à apporter. Et quand on regarde Amazon, effectivement, il se passe plein de choses. Ils ouvrent des nouveaux marchés, ils offrent des nouveaux services, ils développent une petite coupure. Donc c'est relativement intéressant. Pour moi, ce serait un extrêmement mauvais signe que Amazon se mette à distribuer des dividendes, puisqu'il continue d'investir. Amazon a cette stratégie, et Jeff Bezos a toujours été complètement clair là-dessus. Pas de dividendes, on réinvestit 100% du cash qu'on gagne. Cette stratégie a été gagnante, et il y a de l'innovation tous les jours sur Amazon. On aime ou on n'aime pas cette entreprise. Hein. Moi, par exemple, je suis pas un fan et j'ai pas un t-shirt Amazon quand je sors dans la rue, mais force est de constater qu'on est sur une entreprise qui continue d'essayer d'innover, de développer de nouveaux produits et d'attaquer de nouveaux marchés. Amazon, c'est AWS, hein, ils ont un tiers d'Internet, c'est ça? Exactement. Et même énorme, hein, ils ont ajouté un S. En fait, ça venait d'une gestion de leur serveur qu'ils avaient en dur. Ils se sont dit, tiens, on va peut-être l'ouvrir pour optimiser finalement d'autres sites qui seraient intéressés par ce service. Et maintenant, c'est un mastodonte. Hein. Je ne sais pas quelle est la part de leurs revenus
dans Amazon, c'est énorme. Hein. D'ailleurs, tout à l'heure, quand vous parliez de Tesla, c'est pareil. Tesla, à ce jour, c'est pas un simple constructeur de voitures. Il y a toute la recherche et développement et même des personnes qui finalement sont un peu frustrées de ne pas pouvoir mettre des billes dans SpaceX et qui rentrent par la petite porte de Tesla parce qu'ils savent malgré tout qu'il y a des ponts entre les deux. Donc c'est vrai que il y a des boîtes comme ça Apple, Amazon, Tesla, à qui on a l'impression absolument tout réussi, mais il faut voir aussi tout ce qu'il y a derrière. C'est assez dément d'ailleurs. Et quelques années en arrière, j'avais vu des vidéos qui disaient qu'en gros, un jour, on risquait de se retrouver comme ça avec un giga monopole de à peine 3, 4, 5 entités qui littéralement gouvernerait le monde entier. Il y aurait strictement plus rien, mis à part les 3, 4 plus grands qui auraient absolument tout absorbé. Et c'est vrai que des fois, on peut résolument se poser la question de jusqu'où ça ira en termes de monopole, en termes de pieuvre que ça représente, et de sous-domaines petit à petit qui sont en train d'investir en soi, quoi. On nous dit dans le chat, et d'ailleurs je vous lis dans le chat, malgré ce que vous dites, que Apple distribue des dividendes, certes, mais Apple, c'est pas un projet qui a 2 ans, ça en a plus que 20. Et quand on regarde leurs revenus et ce qu'ils distribuent en dividendes, je crois que c'est 0,7% leur coupon par an. On est sur une part du revenu qui est relativement faible. C'est-à-dire que certes, ils ont commencé à avoir une certaine maturité et à repayer une partie de leurs actionnaires. Tout n'est pas dans un spectre. On n'est pas obligé de distribuer 100% de ses profits à ses actionnaires ou de mettre 100% dans l'innovation. Heureusement qu'il y a de la nuance et qu'on peut y aller progressivement. Aujourd'hui, à ma connaissance, une grande partie du revenu d'Apple est réinvesti et il continue à sortir des choses. Après, chacun a sa vision des choses. Alors, je montrais là à l'écran un peu le similaire de l'éclosion des secteurs financiers avec finalement les bitcoins qui étaient énormes, puis l'émergence d'autres coins. Je pense qu'on va subir... Là c'est anecdotique, je pense que c'est que des L1s. Ça reste encore, à mon avis, très zoomé sur ce qui va arriver dans le futur, sur les cryptos. Je pense que vraiment des secteurs indépendants, non corrélés, vont naître dans le secteur crypto. Et on va voir alors vraiment une éclosion d'autres secteurs qui vont émerger. Là c'est quasiment un seul. C'est une vue de comment ça se passe dans un seul secteur dit L1. Clairement. Donc, je reprends ici ce que je montrais. C'était quoi ? Un bon signe de maturité du marché crypto, ce serait que, par exemple, XRP se barre parce qu'ils n'ont rien à foutre là, très clairement, et qu'il y ait un token qui ne soit pas un L1, ou alors même un L2, ce serait déjà un signe qu'il y a un petit peu de diversification et qui montre la maturité du marché, où on est vraiment là-dessus, où ça s'ouvre et on n'est plus juste à parier sur les rails, mais aussi sur les trains et ce qu'il y a dans les trains et les entreprises qui mettent des choses dans les trains, si on va un petit peu plus loin. Oui, c'est ça. C'est comme si on était que en train de parier dans le secteur transport, là, et on est en train de parier sur, comme tu dis, le train, le vélo et le bateau, et puis il y a des trucs hybrides tout bizarroïdes qui sont des bateaux avec des roues, tu vois, et on est en train de parier sur ça. Non, l'objectif, c'est qu'on voit éclore quand même d'autres secteurs. Personnellement, j'ai quand même un pari là-dessus. Et ça pourra se faire peut-être au détriment d'un Bitcoin à $3000. Hein. Enfin, on en a discuté tout à l'heure, mais il faut quand même rester ouvert d'esprit. Alors, évidemment, je ne dis pas que Bitcoin vaudra $3000 cette année, loin de là. Je crois que ça paraît ridicule. Hein. Je te rejoins là par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Il faudra d'abord traverser les 10-12 000. Et je pense, voilà, là, je ne sais pas, je ne prends pas de pari là, dans l'immédiat. Je ne suis juste pas bullish, quoi. Pour l'instant, je ne suis pas bullish. Ça pourra changer peut-être prochainement. Ouais, je crois qu'on avance un petit peu. C'est ça qui est bien, c'est qu'en étudiant le passé, on comprend beaucoup mieux finalement les règles du marché financier. Ça nous donne beaucoup plus d'armes, je trouve, pour les aborder, que de penser de croire qu'il faut juste essayer de prédire le futur et le prochain truc brillant. Non, je pense que
peut s'en sortir vraiment avec ce skill qui est souvent abandonné, qu'on oublie. C'est regarder comment ça s'est passé avant. Bah, moi, Ouais, personnellement, mon point a été fait. Je voulais surtout parler donc des business cycles, ce qui pourra sauver, ce qui pourra pas sauver Bitcoin. Je ne dis pas qu'il est en danger, loin s'en faut, mais ce qui pourrait empêcher Bitcoin de devenir un Nokia. Voilà. Mais de continuer de rester sur Amazon. C'est valable pour Ethereum, pour Bitcoin, pour d'autres coins. D'ailleurs, il y avait une question tout à l'heure dans le chat. Qu'est-ce qui te fait considérer à ce jour que Ethereum est sorti de sa condition de simple altcoin? À partir du moment où il a investi d'acteurs institutionnels très importants et assez similaires que celui de Bitcoin, voilà, il ne va pas subir les mêmes fluctuations et les mêmes règles d'entrée-sortie, j'ai l'impression, ou de soutien qu'une altcoin qui est périphérique, mid to small cap. Je pense que donc, comme je disais, c'est plutôt Ethereum qui a gagné certains galons. Et on voit que je pense que voilà, c'est pour ça qu'il est différent. Il est différent d'un Sol, d'un Avax, d'un DOT, qui vont peut-être y arriver un jour, ou évidemment d'autres alts beaucoup plus loin dans le ranking. Ouais. Bon, après, moi, c'est vrai que j'ai vraiment du mal à la fois être pessimiste et comme toi, je considère plus forcément Ethereum comme un altcoin aujourd'hui. Et c'est vrai que quand je vois les prix sur lesquels on revient, alors qu'on est vraiment très très proche maintenant 2 mois du merge, si tout va bien, peut-être que ça sera 3 mois, peut-être que ça sera 6 mois, on n'est jamais à ça près sur Ethereum. Mais globalement, c'est vrai que je pensais jamais revoir un Ether si bas, entre guillemets. Après, on ne sait pas s'il ira plus bas, voire beaucoup plus bas, mais si proche du merge, avec tout ce que ça induit derrière. Franchement, c'est une séance de rattrapage, en tout cas sous les 1 000 $ globalement, qu'on reste à 800 ou qu'on aille à 500 ou que sais-je, 400, 500, il y a un support. Ça reste, à mon sens, assez extraordinaire, mais bon, voilà. J'essaie de rechercher quelque chose aussi qui nous prouve dans le passé, j'en avais déjà parlé, je pense, qui nous prouve que si on regarde un peu le passé, tout le monde se plaint, et oui, j'avais fait ça dans une précédente masterclass, que tout le monde se plaint toujours de l'argent de la cheap money, de l'agissement des banques centrales. Là aussi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une certaine frénésie autour de ça. Alors oui, c'est sûr que tout n'est pas rose, ou l'importance que les banques centrales ont n'a probablement jamais été aussi important. Et encore, je ne suis pas un expert pour pouvoir le dire. Là, mais on bon, est quand même dans voilà, une situation où 1 $ sur 2 en circulation est trop jeune pour rentrer à la crèche. Après, franchement, honnêtement, je ne suis pas sûr qu'on puisse traquer aussi facilement les fameux dollars, parce qu'ils sont créés par la demande et pas par l'offre. Hein. Il faut quand même rappeler quelque chose, c'est que la Banque centrale n'émet aucun dollar qui est consommable dans l'économie. Donc ce même-là de la printer brut est complètement assez ridicule. Désolé si j'en froisse certains. La Banque centrale ne produit aucun billet qui est dans votre portefeuille ou qui sera dans le portefeuille d'un actionnaire ou d'un business. Il est créé par les banques privées qui ne créent cet argent-là que s'il y a une demande. Donc c'est bien les acteurs économiques qui demandent de l'argent, qui créent cet argent-là, et c'est pas la banque centrale qui est l'offre qui la produit. Voilà. Je voulais quand même rappeler ça. Je pense que c'est quand même très important. Certes, mais il y a une offre et une demande, et en fait, elle se rejoint autour d'un prix, et ce marché est biaisé dans le cadre d'une banque centrale, puisqu'elle a la décision sur le taux d'intérêt directeur, c'est-à-dire le coût de l'argent. Or, en Europe, encore plus qu'aux États-Unis, il y a une politique de ce qu'on a appelé l'argent gratuit, c'est-à-dire que quand le taux d'intérêt directeur est en dessous de 0 en Europe, eh ben, on est payé pour emprunter. Donc forcément, ça incite les gens à emprunter, puisque on gagne de l'argent à emprunter. C'est-à-dire que si ce qu'on fait de cet argent n'est pas débile au point de se retrouver avec moins d'argent à la fin qu'au début, eh ben, on a quand même fait un profit. Et si en plus, ce qu'on en fait génère de la valeur économique, eh ben, tant mieux. Ce qui forcément incite les gens à emprunter et donc incite la création monétaire.
Je pense que les torts sont partagés, entre guillemets, mais tu as 100% raison, c'est la demande qui crée la pression monétaire. Après, c'est un peu un génie, un génie social, quasi technologique, qui est qu'on peut faire modifier finalement les comportements d'acteurs économiques avec le simple fait de dire le taux, ce sera 1,5 demain au lieu de 1. Voilà. Il y a juste une information purement virtuelle, éthérée, que sais-je. C'est juste un chiffre qui est émis dans un rapport qui est donné à une heure fixe. Là, c'était il y a quelques jours, à 20h pile, heure de Paris. Voilà, la Fed avait dit 1,75. Bim. Tout le marché s'est adapté par rapport à ça. Ça reste quand même je suis quand même souvent stupéfait par rapport à cette efficience quand même incroyable. Il n'y a pas de consommation d'énergie. C'est vraiment incroyable à voir. Ouais, ben un marché finalement qui, plus il se modernise, plus il est efficace et efficient. Et c'est pour ça que, quelque part, ce qui s'est passé justement par le passé, à mon sens, c'est pas censé se reproduire à grande échelle. En fait, les subprimes, par exemple, c'était pas un défaut en soi du système de l'intérieur, de la finance même, c'était un défaut du fait qu'on prêtait trop et avec des leviers indécents sur des prêts, puisque globalement, n'importe qui, même qui n'était pas solvable, pouvait contracter 1, 2, 3, 4, 5 prêts pour acheter des maisons et des appartes. Et derrière, ils ne remboursaient même pas, des étudiants parfois. Donc c'est vrai que au travers du temps, quand on regarde ce qui a déclenché les différentes crises, et c'est là où quelque part j'ai vraiment du mal à m'imaginer que dans un monde qui va si vite aujourd'hui, on arrive à avoir de telles inefficiences, en fait, pour en arriver à un véritable crack généralisé. Et voilà, enfin, c'est my two cents, comme on dit, mais Ouais, mais après, une fois de plus, on regarde en arrière. Qu'est-ce qu'on voit ici? Une lithographie non datée, 1908. Qu'est-ce qu'on voit? Stock manipulation, l'argent d'autrui, les bons du trésor, les prêts bancaires. On voit quoi? Un petit particulier face à un casino. On voit ici des bulls and bears, l'effervescence dans les marchés financiers. Pareil, ici dans la rue, Trading Street. Comment dire? C'est clair que ça induit des comportements qui ont des effets de bord. On a vu ça encore cette année-ci, beaucoup de personnes qui ont reparié avec de l'argent, entre guillemets, qui ne coûte pas beaucoup, en effet, d'emprunter pour acheter des maisons, de collatéraliser ces maisons pour en acheter d'autres. En Amérique, ils sont assez pro flipping de maisons parce qu'il y a très peu de taxes, voire pas de taxes dans certains pays, dans certains États. Donc, c'est très facile de faire un business immobilier et leverage. Donc oui, c'est clair qu'il y a des comportements induits, mais de là à blâmer finalement tout le système, c'est un peu généraliser quand même la chose. Voilà, donc c'est clair que tout n'est pas rose et certains comportements ne devraient pas normalement exister si les taux d'intérêt étaient aussi bas. Mais de là à voilà, toujours diaboliser autant les choses, c'est un peu réducteur. Ouais, puis ça revient directement à aussi diaboliser l'argent en tant que tel. Parce que c'est vrai que c'est toujours finalement, et c'est ce qui est retranscrit dans les lithographies, les riches contre les pauvres finalement. Et les pauvres qui arrivent avec leurs 4 économies qui viennent se frotter aux riches sur les marchés et qui jouent pas du tout à armes égales et qui, mis à part s'ils en ont un peu dans la tête et qu'ils restent suffisamment vivants longtemps sur les marchés, les petits particuliers se font dégager manu militari parce qu'au début, ils ont ni l'éducation, ni la patience, ni tout un tas de choses, quoi. On peut aussi relativiser que les époques précédentes étaient caractérisées par des guerres aussi, ce qui est complètement différent comment dire, des effets. Par exemple, moi j'étais étudiant pendant la crise de 2008. Mes parents étaient fonctionnaires.
est-ce que ma vie a changé pendant qu'il y a eu le crash boursier, le fameux, un des plus gros crashs finalement financiers? Fort heureusement, on peut voir que la vie a quasiment été identique. Alors évidemment, je suis désolé pour des personnes dont les parents ont perdu leurs emplois, etc. Ça, c'est quelque chose évidemment qui est une réalité concrète. Mais pour une majorité des gens, surtout en Europe, je ne dis pas, aux États-Unis, c'est un peu plus hard, mais pour une majorité des gens, ils n'ont pas eu de gros changements dans leur vie. Voilà. À l'époque, si on remonte par contre dans les 19e, 20e siècle, les décennies étaient ponctuées de guerres et de pays qui se faisaient des conflits, qui perdaient énormément de ressources, et que ce soit matérielles et humaines, dans des aberrations de guerre, quoi, comme on a aujourd'hui en Ukraine. Ça paraît un peu anachronique et désuet encore de faire ce genre d'agissement. Un conflit armé, c'est jamais agréable, clairement, et puis c'est toujours une tragédie, mais on est quand même loin des boucheries, même aujourd'hui, et je suis pas du tout en train de minimiser ce qui se passe dans le monde actuellement, parce que c'est toujours trop, chaque mort est un mort de trop, mais on est très loin des boucheries de 1914, du chemin des Dames, de Verdun, etc., où on avait des centaines de milliers de morts par mois. On est quand même dans un monde qui est plus sûr qu'avant et plus stable qu'avant. D'ailleurs, c'est ce que tu partageais une fois. Bitcoin, c'est quoi déjà? C'est Tocqueville, c'est ça? Qu'en gros, plus le monde va bien et plus la moindre inégalité ou violence ou tout nous paraît insupportable. C'est ça, oui, tout à fait. C'est le paradoxe de Tocqueville. Ouais. On en avait parlé dans une vidéo précédente, donc voilà, tu l'as bien dit. Au plus une situation s'améliore, au plus encore l'observer devient en effet beaucoup plus insupportable qu'avant. Donc voilà. Un exemple, il y a de nombreux exemples. Ici, je sais pas, on voit mon écran? Ouais. On le voit. Ouais. Donc pareil, ici, c'est des particuliers qui se font dépecer par finalement les gros sous qui jouent finalement, entre guillemets, manipulent les marchés. On voit ici le New York Stock Exchange qui est un abattoir de Lems Brigade. On voit des agneaux qui vont, je pense, à l'abattoir. Ils avaient de l'idée à l'époque. On remarque tout à fait les mêmes scénarios aujourd'hui. C'est exactement la situation qu'on décrit maintenant du marché crypto, finalement. Donc, il suffit de remplacer le Telegram par Twitter, un fil d'actualité Twitter, et c'est bon. Voilà, il suffit de remplacer Western Union par, je sais pas moi, Avax, Pacific Mail. Alors, Pacific Mail, c'est ce que je montrais à l'écran. C'était ceci, c'était les bateaux à vapeur. Donc là, on voit que les gens, ils sont en train de s'étriper sur ces actions chaudes de l'époque. Voilà, avec du recul, ça paraît débile de parier sur Western Union et Pacific Mail, surtout dans une émission crypto, là, mettre Western Union en plein écran, c'est assez marrant. Là, je sais pas, Erie, je sais pas ce que c'est. Donc, évidemment, rien n'a jamais changé. C'est toujours la même histoire. Finalement, on en revient directement à ce qu'on disait en tout début d'émission. C'est la psychologie aussi de chacun qui va faire la différence sur les marchés, d'essayer de prendre suffisamment de recul pour, être conscient que nous, en tant que particuliers, on n'a pas forcément les mêmes armes que les professionnels de marché. On essaie d'extraire un tout petit peu de valeur quand eux ont des outils pour en extraire beaucoup, et on est déjà content si on repart pas une main devant, une main derrière en faisant les choses bien. Et c'est vrai que c'est un apprentissage à la dure qui est à la fois révélateur, mais à la fois en mode le chemin est clairement semé d'embûches, quoi. C'est pas un long fleuve tranquille. Ici, pareil, on voit overcapitalization, manipulation. Et c'est quoi? C'est les styles. C'était l'époque où les compagnies d'acier ont été énormes aux États-Unis. C'était la base de la vie moderne à l'époque. Maintenant, ça paraît un peu ridicule, parier sur compagnie d'acier, mais parier sur une compagnie d'acier à l'époque, c'était passer du roc et du bois à de l'acier. C'était complètement. C'est ça qui a fait les gratte-ciel de New York. C'était une époque très particulière. C'était un événement technologique majeur. Le roman d'Ayn Rand, le personnage principal,
l'un des personnages principaux travaille dans une compagnie d'acier. C'est vraiment ce roman qui est assez connu et assez fondateur. Il s'inspire de ce qu'on a appelé le Guild Age, de ces grands industriels américains de la fin du 19e siècle. C'était quel roman? J'ai pas entendu le titre. Ah, c'est Atlas Shrugged. La grève, je crois, en français, de Ayn Rand. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Bah, c'était l'époque, quelque chose, on revient avec les trois choses dont j'avais dites. Utilité, bah, c'est tout à fait nouveau. On construit les gratte-ciels de New York. Rareté, bah, il n'y avait pas beaucoup de fabricants de style. Il n'y avait que quelques grands manias et c'était le Tesla de l'époque, tout simplement. Et Clairement. Contexte économique, oui, prospérité après-guerre, la Première Guerre mondiale. Enfin, je ne sais plus quand ça date, ça, exactement. Mais il y avait certainement une raison de construire des grandes villes et de ne pas financer quelque chose, une tragédie comme une guerre ou autre. Ouais, bon, en tout cas, c'est super, super intéressant. Ça fait quasiment 2 heures qu'on est en live. Je pense qu'on va prendre une ou deux petites questions et qu'on clôturera là-dessus. Et c'est vrai que ça permet de voir des choses que nous, on n'avait pas forcément poussées. Déjà, je crois que j'avais poussé une ou deux lithographies, mais au cours du bull run. Mais c'est vrai que c'est toujours super intéressant d'avoir ce recul et de se dire que depuis des fois 100, 200 ans, finalement, les mèmes ont changé. De nos jours, on appelle des mèmes, mais à l'époque, les lithographies disaient déjà, pour beaucoup, les mêmes plaintes, entre guillemets, que les particuliers font en venant se frotter au marché, quoi, en gros. Ça permet de relativiser, en fait, de comprendre qu'on n'est qu'un petit atome dans quelque chose qui nous dépasse, en fait. Faut pas croire qu'il y a un avant-après, peut-être. Alors, je dis pas que je parle que de l'aspect financier. Il y a un avant-après Bitcoin ou les cryptos. C'est incontestable. C'est comme découvrir l'acier, proposer de l'acier industriel quand on n'avait que du bois pour construire une maison. Mais sur les marchés financiers, je répète, c'est orthogonal. Ce n'est jamais qu'un événement qui se classe assez commun. Voilà, c'est un événement tout à fait commun. On est un petit atome là-dedans. Il ne faut pas mettre trop d'espoir. Je ne sais pas comment formuler ça, mais il faut relativiser, prendre du recul, comprendre qu'on est dans quelque chose qui nous dépasse et qui ne va pas résoudre tous nos fantasmes. Grosso modo, il faut avoir un peu de recul. Je découvre, je vois qu'il y a Eri qui venait souvent sur les lithographies. C'était où? Elle était ici, Eri. Et celle-ci, ici, là-bas. Je regarde. Une compagnie d'assurance, apparemment. Ok, donc c'était purement un stock financier à l'époque. Qui était un gros secteur, on l'avait vu, c'était ici, gros secteur financier, il était énorme avec les transports, et puis et les materials qui arrivent, je pense que le style doit être à mon avis dans le materials. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir là-dessus? Donc c'était Gambling by Wireless. Je pense qu'aujourd'hui on pourrait dire du gambling par Twitter ou TikTok. Ouais. Clairement. Clairement. Gambling by influenceur. Quoi. Gambling by je me connecte à Binance et je lance la roulette. Le x125 sur Binance. Allez, c'est parti. Okay, let's go. Non, voilà, il y a beaucoup de choses à tirer de tout ça, quoi. Je crois qu'on a fait le tour, le point a été fait. Tout grand merci de m'avoir donné la parole. C'est nous qui te remercions. C'est toujours super intéressant d'avoir justement une vision complètement, on va dire, différente de celle qu'on peut avoir régulièrement. Surtout que moi, au quotidien, je suis tout le temps sur la même pattern, l'émission et tout, tous les matins. Et au final, j'ai besoin aussi de temps en temps d'avoir un avis extérieur qui est complètement tranché. Et voilà, donc c'est plutôt cool. On n'aura pas forcément parlé beaucoup plus de DeFi ou d'autres trucs ce soir, mais on y reviendra s'il y a besoin avec Marc, et notamment pour vous tenir au courant au fur et à mesure s'il y a des futurs
futurs cadavres qui sortent des placards. Et dans tous les cas, on vous remercie à tous. On était 1600, peut-être 1800 au pic. On va faire un petit raid du côté de Mades et on vous souhaite une très bonne soirée. J'essaierai d'upload le live sur YouTube demain ou un truc comme ça et il sera disponible immédiatement dès qu'on aura fini là du côté de Twitch. On vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie, Marc et Bitcoin, et on vous dit à très vite. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne soirée.